Et salut la team rentable, ici Yann Darwin et bienvenue sur cette chaîne Finance personnelle et investissement. Aujourd'hui, on est dans la playlist crypto, on va parler de crypto. Déjà, pour commencer cette vidéo, merci vraiment parce que vous êtes chaud en ce moment sur la crypto. J'avais dit l'autre fois là, dans cette vidéo sur Ethereum, si on passe 1000 commentaires, je ferai une vidéo de prédiction sur les différents ATH des cryptos. On a fait plus de 1000 commentaires sur cette vidéo. Donc encore une fois, merci de votre soutien, merci de vos vues, merci de votre pouce. Et là, tant qu'on est en début de vidéo, c'est le bon moment pour prendre le pouce et gauche-droite, éclater le pouce bleu. Comme ça, on pose les bases et on est parti. Alors aujourd'hui, vaste programme puisque j'ai décidé plusieurs choses pour essayer de faire en sorte de t'aider au mieux et qu'on y voit tous plus clair et qu'on suive ce bull run en cours. Donc, première chose, j'ai décidé de découper parce que dans les plus de 1000 commentaires, on m'a proposé, demandé d'analyser des dizaines et des dizaines de cryptos différents, des dizaines d'assets différents. Si on fait tout dans la même vidéo, ça va devenir imbuvable. La vidéo va durer 4 heures. Donc, on va découper. Aujourd'hui, on va commencer par Bitcoin. Pourquoi? Parce que on l'a vu dans la première vidéo ou dans une vidéo, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, quand on parlait de crypto, que je te remettrai là après dans le i. Tu peux cliquer et t'ouvrir l'onglet. Je te le mets aussi dans les notes de l'épisode. Tu peux déjà, si tu l'as pas vu cette vidéo, te préouvrir l'onglet et le charger dans un autre onglet pour la regarder plus tard ou faire pause sur celle-ci pour regarder la précédente parce qu'on avait vu plein de choses déjà, plein de prérequis dont on va se resservir ici. Mais globalement, pourquoi on va analyser Bitcoin? Parce que c'est le roi, c'est le plus gros, c'est lui qui tire le marché vers le haut et c'est surtout, on le voit, hein, la corrélation, je ne vais pas te l'apprendre, tu la connais. Il y a une corrélation entre le Bitcoin et les alts. En général, Bitcoin est en avance sur les alts. Hein. C'est-à-dire que quand Bitcoin fait ça, les alts vont faire ça. Voilà, tout simplement. Donc, si on analyse Bitcoin et que on arrive à déterminer potentiellement ce point haut, c'est ce qu'on va tenter de faire dans cette vidéo, on a de la chance de savoir, de comprendre et d'anticiper ce qui va se passer sur les différentes alts. Et on fera des vidéos spécifiques, comme on a pu le faire pour Ethereum, sur les alts en fonction de la demande, etc. Donc, pareil, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire quelle alt t'intéresse le plus. Ensuite, deuxième point, avant qu'on commence, dans cette vidéo, j'ai décidé de suivre ma méthode, c'est-à-dire la méthode que j'utilise moi, tout seul, perso, devant mon ordi quand je fais mes analyses. On ne va pas faire énormément d'analyse technique, voire même quasiment pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas déjà un spécialiste d'analyse technique, tu as des gens bien meilleurs que moi, tu as des chaînes par dizaines, des sites internet par dizaines, des blogs qui font de l'analyse technique, donc ça c'est la première chose. Moi je cherche juste à être un investisseur éclairé, tu le sais, tu me connais. Je cherche juste à tirer mon épingle du jeu et à jouer avec les règles du jeu et à prendre ma part du gâteau et je pense que c'est ce qu'on doit viser aujourd'hui, l'investissement, que ce soit dans les cryptos d'ailleurs ou n'importe quelle classe d'actifs. Moi, je ne vise pas à être le prophète, le meilleur, le mec que tout le monde suit et qui a toujours raison, parce qu'on sait très bien qu'on n'aura jamais toujours raison, on va se planter, on ne trouvera pas les points hauts, on ne trouvera pas les points bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'extraire de la performance du marché, de prendre ma part du gâteau. Et à mon avis, c'est vraiment ce qu'il faut que tu cherches à faire. Souvent, et surtout quand on débute, on cherche à avoir raison, on a de l'ego, on pense que quand on a décidé que ça devait descendre et que ça ne descend pas, on short et puis ça continue à monter et on s'entête dans sa décision, ou inversement, quand on a décidé que ça doit monter, on achète à plein tube et si le marché ne reflète pas ce qu'on pense, on va s'entêter, etc. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire, c'est plutôt l'inverse. C'est être super humble, et ce qui est dur, hein, parce que marché financier, argent, beaucoup d'ego, etc. C'est être humble et chercher juste à tirer sa performance. Moi, si cette année, le marché des cryptos fait, 5000% et que j'extrais ne serait-ce que 1000% ou 500%, je serais déjà extrêmement heureux. C'est-à-dire que quelle autre classe d'actifs, à quel autre moment dans l'histoire on peut extraire de telles performances? Jamais. Donc, le but du jeu pour moi, c'est ça. Et d'un côté, j'apprécie l'analyse technique parce qu'elle reflète le sentiment des opérateurs sur le marché, puisqu'en effet, quand tout le monde achète à un endroit, si le marché il monte et qu'il se passe ça là, et puis qu'après il se retourne, c'est bien qu'il y a un changement de vision de la part de la majorité des investisseurs, hein, puisque c'est ça l'analyse technique, c'est regarder ce que pense la majorité à travers les courbes. Les courbes vont faire transparaître les changements de paradigme, les changements de soutien sur tel ou tel actif. Si globalement tout le monde est acheteur et tout le monde est haussier, ça monte et donc ça se voit sur l'analyse technique en effet. Mais on a très vite fait tomber
Et sois critique aussi par rapport à ça dans les diverses sources d'informations que tu peux prendre, dans les indicateurs magiques. Et je l'ai vu dans les commentaires sur la dernière vidéo, tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur. Et une profusion ou une fusion d'indicateurs, des dizaines et des dizaines, des graphes qui ne ressemblent plus à rien, on leur fait dire ce qu'on veut finalement. Et puis bien souvent en analyse technique, ce qu'on fait, c'est qu'on dit bah voilà, le premier scénario c'est ça monte. Le deuxième scénario, si je me trompe, ou alors si ça ne fait pas ça, ça va faire ça. C'est sûr que si je te dis dans la même vidéo, soit ça va faire ça, soit ça va faire ça, et puis que je te donne les deux sens, je suis champion du monde à tous les coups. Donc c'est encore une fois pas ce qui va m'intéresser. Je pense que ce marché en ce moment est en train de devenir de plus en plus irrationnel. On en a parlé dans plusieurs vidéos déjà avant celle-ci. Et étant donné qu'il y a une irrationalité de marché qui est en train de se mettre en place, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des millions d'acteurs sur ce marché-là. Et ils ont tous un sentiment qui va transparaître à plein d'endroits, qui va transparaître dans la presse, qui va transparaître en effet sur les prix, qui va transparaître dans les volumes de transactions, etc. etc. Et ça m'intéresse plus de regarder tous ces indicateurs, et c'est ceux-là qu'on va regarder dans la vidéo, plutôt que de te mettre des indicateurs magiques partout et de te dire voilà, les Fibonacci disent ça, les cercles ils disent ça, les Elliott Wave elles disent ça, etc. Ça tu le trouves déjà partout sur Internet et je ne pense pas que ça soit ma valeur ajoutée en tant qu'observateur de l'économie, en tant qu'investisseur, en tant que chef d'entreprise. Donc il y aura très peu d'analyse technique. Ensuite, demain, je te donne, puisque je sais que tu es friand aussi, la vidéo de demain, ça sera les 7 alts que j'achète aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. Là, je vais rebalancer un petit peu mon portefeuille, je vais reposer encore un petit peu de cash pour investir dans les cryptos, mais je ne vais pas investir sur les actifs qui sont le plus haut. On l'a déjà vu, ne pas acheter un marché vertical, etc. J'ai identifié 7 alts sur lesquels en tout cas tu peux rentrer, ou en tout cas j'ai identifié, moi personnellement je vais rentrer dessus. Après encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement, tu fais ce que tu veux, mais je te les partagerai demain. Donc ça c'est pour le petit teasing. Ensuite, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai plein de ressources à te montrer. Tu vas voir qu'on ne va pas forcément se faire que des amis. Et quand viendra ma conclusion avec le prix que j'imagine pour le Bitcoin et l'avenir que j'entrevois, tu verras qu'à mon avis, il y a de grandes chances que tu ne sois pas d'accord avec moi, ou il y a de grandes chances qu'une majorité de gens ne soient pas d'accord avec nous si tu viens à être d'accord avec moi. Pourquoi ? C'est justement ce que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo. Alors ce que je te propose, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grands thèmes différents qu'on va aller voir tout de suite. Le premier, il est très simple, on a déjà commencé à en parler ensemble, c'est les contrats futurs. Alors on va quand même aller faire un tour sur les charts. On va quand même regarder ce qui se passe en ce moment puisqu'il s'est quand même passé quelque chose de super intéressant aujourd'hui, juste avant que je commence le tournage de cette vidéo, c'est qu'on a passé ce gros niveau psychologique où j'avais mis un gros psycho là à 50 000. On comprend très bien, le niveau des 50 000 $, il est psychologique, il est important. Il va faire parler dans la presse, il va faire parler du Bitcoin, il va peut-être convaincre des gens qui sont encore en train d'hésiter. Peut-être toi sur cette vidéo, tu as trouvé cette vidéo parce que justement tu es en train de te dire « Waouh, putain ça augmente, ça monte, je suis encore en train d'hésiter ». Et vraiment le but de cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu aies du recul sur cette vidéo. Si tu es dans ce cas-là, tu es débutant, tu viens d'arriver, là ça se trouve tu ne connais même pas la chaîne, tu as vu que le Bitcoin avait dépassé 50 000, tu te dis est-ce qu'il faut que je rentre ou quoi que ce soit. Vraiment, je te remets le lien de la vidéo qu'on a fait avant, on ne rentre pas sur un actif vertical. Pourquoi on va s'intéresser? Je pense très clairement pas, je peux te le dire maintenant tout de suite en début de vidéo, qu'il faut rentrer maintenant sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas sur un actif vertical. Là, le Bitcoin, tu vois, autant il a fait une conso ici sur laquelle tu aurais pu rentrer, autant on est reparti en vertical depuis quelques temps maintenant, depuis 3 semaines. Et c'est vraiment pas le moment pour moi de rentrer, même si on passe ici en daily. Bon, tu vois, on est en train d'atteindre les niveaux de retracement dont on avait parlé, d'ailleurs que je vais enlever parce qu'ils ne veulent plus dire grand-chose. Et voilà, l'actif est vraiment vertical. Il va l'être de plus en plus, on voit une accélération, une grosse cassure importante de ces volumes des 50 000. On va voir que sur les futurs, ça suit, on est encore en contango, on en avait parlé fortement. Mais cette vidéo, elle n'est pas là forcément pour dire achète du Bitcoin. Elle est là pour dire le Bitcoin, c'est le roi, et si le Bitcoin il passe de 50 à 100 000, le marché va suivre. Et on le voit sur les alts. Tu le vois aujourd'hui, là le Bitcoin se réveille, les alts étaient dans le trou hier, et boum, elles sont en train de toutes devenir vertes là, une par une, là, on le voit en temps réel. Donc, voilà, encore une fois pour la parenthèse. Il va y avoir beaucoup de parenthèses dans cette vidéo, mais tu me connais, je vais un petit peu dériver pour te donner la vision 360. Donc, ceci étant dit, les contrats futurs,
du mois en cours. Oui, c'est celui-là, du mois en cours. Donc, on est toujours en situation de compte en go. Je te rappelle que la situation de compte en go, je te la redessine très rapidement. C'est-à-dire que quand le contrat futur, là, donc là, on a le cours spot, le vrai prix. Okay, quand le contrat futur, je l'achète plus cher que le cours spot, et jusqu'à expiration, ça donne quelque chose comme ça, on est en situation de compte en go. C'est-à-dire que les investisseurs qui achètent ces contrats futurs ici, là, maintenant, sont prêts à payer plus cher, ils sont prêts à payer cet écart de prix là qui est ici. Okay, et là, en l'occurrence, on parle aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, mais ça fluctue beaucoup, hein, on est à 50 51 745 sur le contrat futur à expiration ce mois-ci, alors que le cours est à 51 400. Donc, tu vois, on a 300 $ d'écart ici, là. Là, on a 300 balles d'écart. Okay, pourquoi? Parce que les gens qui achètent ce contrat futur, eux, ce qu'ils prédisent, c'est pas que le spot il fasse ça, c'est que le spot il fasse ça. Donc là, ils prédisent que quand le contrat expirera, le spot sera là et eux, ils ont acheté ici. Okay, donc on l'a déjà vu, hein, c'est un moyen de parier à la hausse. Et ils anticipent au moins 300 $. Sur ce contrat futur, là, le contrat de ce mois-ci. Sur le contrat du mois prochain, on est encore à quelque chose de supérieur parce qu'on a 52 500, 52 500. Il y a trop de chiffres, je ne vois plus, je ne vois même plus, mes yeux me font défaut. On est à 52 500. 1000 balles, il y a 1000 balles de spread là, il y a 1000 balles d'écart sur le contrat du mois prochain. Sur le contrat de cet été, échéance ici, bon, il n'y a pas encore beaucoup de volume, mais bon, échéance juin, on est à 54 580. Sur la fin de l'année, on est à 54 000 et sur fin 2022, bon là je suis allé très loin, il n'y a quasiment pas de volume, et juste pour qu'on se rende compte, on est à 56 900. Donc ceux-là, ils ne sont pas très significatifs. Si tu veux les surveiller, je te conseille de surveiller ce sticker-là, BTC1 avec un point d'exclamation. C'est le code de la future en cours. Okay, et je te rappelle que quand on va sur CME, on peut trouver les dates des futurs. Hein. Je te remets tous les liens comme d'habitude en dessous de l'épisode pour que tu puisses tout retrouver tranquillement. Donc quand on va ici, on voit que l'expiration là, elle est le 21 février. Aujourd'hui, on est le 17. Okay, donc tu vois que j'ai quand même 300 $ de spread entre le 17 et le 21. Ce qui veut dire que globalement, les gens qui posent là du volume ici, ils pensent qu'entre le 17 et le 21, c'est-à-dire super bientôt quand même, hein, dans 4 jours, le Bitcoin sera à 300 $ de plus. Alors tu vas me dire, c'est pas beaucoup, le Bitcoin est capable de faire beaucoup mieux, etc. Oui, en effet. Mais toujours est-il que plus l'expiration du contrat est proche, plus ils prennent un risque. Parce que même si ils viennent rouler les contrats, etc. derrière, ça va quand même leur coûter des frais. Et si tu veux, le deuxième code que tu peux garder en mémoire, c'est BTC2 avec un point d'exclamation. Et ça, c'est toujours le code de la future du mois suivant. Donc là, le mois suivant, c'est mars. Et c'est 21 mars. D'ailleurs, tant qu'on est là, on peut voir que les volumes... j'ai envie de dire qu'ils progressent, mais c'est pas non plus foufou pour le coup. Donc ça, c'est quelque chose qui est à surveiller. Oui, on a des jolis volumes qui sont pas déconnants, mais c'est pas l'explosion des volumes complètement dingue qu'on pourrait attendre dans une situation de bull market complètement idiot. Et on avait parlé, quand le marché devient vraiment idiot, quand le marché devient vraiment irrationnel, on peut avoir des volumes qui sont idiots, des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs. Sauf que là, je te rappelle que sur les futurs, on parle à des gens qui sont des instits. Et là, ça va être encore plus important aujourd'hui pour moi, pour cette prédiction, entre guillemets, je déteste le mot prédiction. Hein. Je suis pas, tu vois, déjà dans le mot prédiction, il y a un problème. Tu es en train de dire, je suis Madame Irma, je sais, je vais ouvrir un poulet et lire dans les entrailles, dans les viscères du poulet, tu vois, ou dans le marc de café. Donc déjà, il y a un problème dans le mot prédiction. Hein. C'est le YouTube Game, hein. Je suis obligé de jouer avec le YouTube Game, mais le mot prédiction, il ne me plaît pas. Toujours est-il que dans la projection qu'on tente de faire aujourd'hui, tu vas voir que toujours aussi important et toujours aussi prégnant, on va regarder la différence entre les instits et les particuliers. Tu vois que là, sur les contrats futurs, hein, qui s'adressent très clairement aux instits, hein, on a déjà parlé de CME, etc., etc., on a, oui, des volumes, oui, on a de la demande, oui, on est en compte en go, ok. Oui, on a des spreads, oui, on a tout ce que tu veux. Par contre, on n'est pas en débilité de marché. Tu vois. Les volumes, ils ne sont pas complètement dingues. La demande n'a pas explosé. Elle est toujours présente, mais elle est présente depuis plusieurs mois. Et puis, on avait vu ensemble que eux, hein, ils étaient quand même vachement plutôt rentrés. Attends, je te le réaffiche ici, hein, dans ce grand
dans cette grande période, finalement, entre les deux bull market, hein, baisse du marché, il ne se passe plus rien pendant 1 an, 2 ans, voilà, tout le monde dit les cryptos c'est mort, etc. Et c'est là, eux, qu'ils ont chargé. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas non plus en train de décharger, les indicateurs ne montrent pas qu'ils sont en train de vendre. Par contre, eux, ils sont loaded. Hein. Ce n'est pas les gros là qui ont déployé des 100 millions, 200 millions, 300 millions, 1 milliard, 2 milliards. Ils sont bien chargés. On va le voir un petit peu plus tard. Tu vas voir, je t'ai trouvé des chiffres et puis des acteurs clés de ce marché-là. Ils sont déjà bien présents. Donc eux, ce qu'ils vont chercher peut-être à... Regarde, mets-toi à la place d'un instit. Ok, vas-y. Tu diriges un gros fonds, une banque, un hedge fund, ce que tu veux. Ok. Tu le diriges. Donc tous les regards sont sur toi. Hein. C'est toi qui fais la stratégie d'investissement, etc. Tu as posé 300 millions sur le Bitcoin. Ici. Dans ces eaux-là, tu vois, entre février et novembre et février 2020, tu vois, entre février 2019 et février 2020. Donc tu t'élodes, on va dire, entre 2500 unités par unité et 14 000, tu vois, tu es dans cet intervalle-là, quoi qu'il arrive. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est pas compliqué. Hein. Au mieux, tu es là, et au pire, tu es là. Okay. Maintenant, tu as rentré 200-300 millions, et là, le marché, quand même, depuis là, il s'est quand même promené un petit peu. Hein. Tu vois, il s'est promené de 351%. Alors certes, tu as fait une allocation, on l'a vu ensemble, hein, tu n'as pas mis toutes les œufs dans le même panier, tout ce que tu veux. Mais là, tu es à 350% de perf. Donc, c'est quoi ta philosophie en tant qu'institutionnel? Je te rappelle que ce n'est pas ton argent, tout le monde te regarde, mais il y a ta notoriété quand même, il y a ton track record en jeu, il y a l'argent des clients, il faut se protéger, il faut faire attention. Tu as déjà une gestion de risque qui n'est pas du tout celle d'un particulier. Tu vois, est-ce que tu es comme tout le monde en train de te dire le Bitcoin to the moon, etc. Ou est-ce que tu es en train de te dire, bon, ok, il y a un momentum, il y a quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas le moment de charger comme un porc, c'est le moment de regarder ce qui se passe, voire même éventuellement, s'il y a un gros flux, de commencer à prendre des profits. Moi, je pense qu'on est plutôt là-dedans. Alors, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu vas voir que si tu es nouveau sur cette chaîne, ou nouveau dans les cryptos, ou même dans l'investissement au sens large, il n'y a jamais de noir ou blanc, il n'y a pas de top départ et signal d'arrivée. Peut-être que, oui, quand tu investis des petits capitaux et depuis pas longtemps, bah oui, toi c'est all-in, c'est-à-dire tu prends 2000 € et puis tu te dis je mets tout dans le Bitcoin et puis quand tu es content avec ça, tu vends. Mais quand tu es un institut ou quand tu es un investisseur important, que tu as une grosse allocation là-dessus, tu n'es pas en train de faire des all-in. Et là, si tu commences déjà ou tu as déjà commencé à prendre des profits, tu les prends tranquillement, pareil, à coup de 5%, 2%, 1% de ton portefeuille, 10%, 20%, ça va dépendre de ton exposition. Mais je reprends mon exemple, si tu as 300 millions sur le marché, tu ne sors pas à coup de 100 millions parce que tu vas trop faire bouger, tu vas éveiller peut-être des regards, il y a des volumes qui ne sont pas suffisants, tu vas manipuler les cours sans le vouloir, tu vas les faire clairement chuter. Donc peut-être que tu vas drop des petites 5, 10, 15, 20 millions par jour. Tu vois. Bon, dans le cas du Bitcoin, ces chiffres sont encore plus gros parce que commence à y avoir un petit peu plus de liquidité, mais pour toutes les alts, ça va être vrai aussi. Okay. Donc, tu vas voir qu'on va s'intéresser de plus en plus aux instituts. Bon, si je dois synthétiser ce qu'on est en train de dire sur les futurs, c'est que oui, il y a toujours de la demande. On est toujours en situation de contango. Il y a toujours un monopole de la part de Grayscale et de CME, c'est-à-dire que CME, ça va être les vrais seuls contrats futurs pour les instits. On m'a dit dans les commentaires dans une vidéo précédente, oui, mais il y a des contrats futurs sur les exchanges, sur Kraken, etc. Ça n'a rien à voir. C'est des futurs qui ne devraient pas s'appeler futurs. Les volumes n'ont rien à voir. D'un côté, on parle en dizaines de millions, voire centaines de millions à tout casser. De l'autre côté, on parle en dizaines de milliards. Donc voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes levels. Sur le CME, on parle en centaines de milliards échangés chaque jour, etc. Bon, il n'y a vraiment rien à voir. Okay. Donc, on a encore des volumes, on a encore des choses. Maintenant, quand on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe, parce que tu sais, on avait parlé de surchauffe de marché, on avait parlé de est-ce que oui ou non, on commence à rentrer dans une fameuse bulle, est-ce qu'on voit parler de plus en plus de bulles, ou est-ce que les médias, le grand public, au contraire, sont en train de fueler le truc, en donnant envie, en donnant le FOMO, hein, tu sais, le fameux FOMO, là, le fear of missing out, ce qui fait que tu as peur de manquer. Okay. Cette peur de manquer, là, elle est provoquée par quoi? Elle ne vient pas de nulle part, elle est provoquée par des influx qui font que des informations, qui font que toi ou n'importe qui, hein, ou investisseur de base,
peu importe que tu sois en train de charger plus ou que tu sois en train juste en observateur et que tu es assez chargé, les gens, de façon générale, ben, ils se prennent des flux d'infos dans la tronche toute la journée. Ah, le coronavirus, ah, le bitcoin, ah, machin, un truc. Et puis quand les flux sont suffisamment forts, parce que tu vois les copains qui te disent mais qu'est-ce que tu fais, t'as toujours pas de bitcoin, quand tu vois les médias, voire même des médias renommés entre guillemets, les CNN, CNBC, tous ces gros médias américains qui n'arrêtent pas de fueler la machine et qui n'arrêtent pas de dire oh, le bitcoin explose, le bitcoin est sous-évalué, et c'est ça moi, qui m'intéresse. Est-ce que les médias là maintenant, ils nous disent le bitcoin explose, certes, bon, ok, il faut qu'ils fassent les grands titres. Là, aujourd'hui, ils vont te dire le bitcoin a dépassé 50 000, c'est complètement fou. Mais est-ce qu'au-delà du discours, quand ils font venir les intervenants spécialisés, etc., ils disent quoi ces intervenants? Ben, ils disent plutôt que le bitcoin est plutôt sous-évalué. Et ça, c'est quand même relativement dingue. Là, je suis sur le Twitter de ce mec-là que tu peux suivre. Pompliano, Anthony, ou Antonio, je ne sais plus comment il s'appelle, Anthony, je crois, qui est un mec assez suivi, assez respecté dans le milieu des cryptos, un espèce d'influenceur crypto plus, qui est souvent invité sur les plateaux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se dit sur ces plateaux. Et sur ces plateaux, justement, alors on va peut-être pas prendre le temps de regarder la vidéo, pareil, je te mettrai les liens. Mais globalement, ce qu'on est en train de dire, bah, tu vois, on a déjà les vidéos qui sortent. Voilà, le Bitcoin est en train de passer 50 000, c'est absolument fou, blablabla. Mais ce qu'on dit, notamment dans celle-ci, c'est que le Bitcoin est sous-évalué. C'est-à-dire que tu as un mec, là, le mec à lunettes, là, il arrive, il t'explique par A plus B que le Bitcoin est sous-évalué parce qu'on pense qu'il peut aller beaucoup plus haut, etc. etc. Lui, il t'explique qu'en effet, les investisseurs rentrent, blablabla. Et toi, quand je vois ça, CNBC, encore une fois, tu vas me dire, oui, mais Yann, tu regardes que les médias américains, blablabla. Oui, mais c'est pareil, la plus grande économie du monde, le plus d'investisseurs, le plus de volume d'échanges, c'est là-bas que se passent les futurs, etc. Donc les États-Unis, ils ont toujours l'idée, la guerre, et ça ne va pas changer aujourd'hui, même si peut-être demain ça sera plus haut, aujourd'hui c'est encore eux. Voilà, quand je vois ça, attendez-vous à ce que de plus en plus d'entreprises du S&P 500, on va en reparler après, achètent du Bitcoin, et on l'a vu avec Tesla. Tesla qui a, on en a parlé, on a fait une vidéo sur le sujet, qui s'est loadé pour 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Et voilà, et donc là les médias, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour l'instant, je vois bien sûr parfois des gens qui disent « Oulala, attention, c'est surévalué, oulala, attention, la bulle », on va en reparler aussi un petit peu plus loin de la bulle, mais le bruit général, là, si on doit faire une espèce de moyenne de tous ces acteurs-là, pour l'instant, et surtout, et même les acteurs spécialisés, les Bloomberg, etc., on voit beaucoup d'articles qui vont t'expliquer que le Bitcoin est sous-évalué, ou alors que cette fois-ci, c'est pas pareil. Faire très attention à chaque fois que tu entends ça. Ah oui, mais cette fois-ci, c'est différent. Il y a d'ailleurs un très bon bouquin qui s'appelle « This time it's different ». C'est un bouquin qui t'explique justement les cycles de marché et qui t'explique qu'à chaque fois, dans tous les cycles de marché, quand on remonte même à 200 ans, à 300 ans, à 400 ans, même quand les marchés n'étaient pas centralisés comme aujourd'hui, internetisés, blockchainisés, à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un, et même il y a la majorité des gens, pour t'expliquer que cette fois-ci, c'est pas pareil. Oui, mais la dernière fois, ça a fait ça, il y a eu une crise financière, il y a eu machin, il y a eu un bull run, il y a eu un truc, mais cette fois-ci, c'est pas pareil, les conditions ont changé. Et là, on voit beaucoup ça en ce moment, mais cette fois-ci, c'est pas pareil, parce qu'il y a plus d'adoption, les institutionnels sont là, etc. À mon avis, cette fois-ci, c'est pareil. Là, il y a de l'euphorie, on est dans cette période de montée, on est là, forcément on est là, et là on s'attend à faire ça. Donc on a envie de dire, cette fois-ci c'est pas pareil, et puis cette fois-ci quand ça va corriger, ça va se stabiliser, et puis ça va être une belle histoire. Le Bitcoin il va être à 150 000, à 200 000, là il y a des trucs complètement fous, à 500 000, à 1 million, à ce que tu as envie, et puis il va se stabiliser, il va rester en haut. Et mais non, cette fois-ci c'est pas pareil. Ok, ouais, peut-être. Mais quand on regarde, encore une fois, les stats, et pas que sur les crypto-monnaies, déjà sur les crypto-monnaies, quand on regarde tous les cycles précédents, ils ont tous la même gueule. Je te l'avais montré sur la vidéo précédente, je ne l'ai plus sous la main là, mais à chaque fois, le cycle 1, il fait toujours la même chose. Il explose, ça hésite un petit peu en haut, boum, moins 80. La fois d'après, oui, mais là, ça ne va pas être pareil. Boum, ça explose, ça hésite, moins 80. Hop, il se passe 1 an, 2 ans, ça explose, ça hésite, moins 80. Ça fait toujours la même chose. Donc, très attention, fais très attention, et c'est super humain de le penser, on a tous envie de le penser. Moi, le premier, cette fois-ci, c'est pas pareil, mais à mon avis, cette fois-ci, ça va être pareil. On en reparlera dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas combien de temps va durer ce cycle-là, mais à mon avis, cette fois-ci, ça sera très clairement pareil. Donc, encore une fois, savoir prendre ses gains, savoir être en accord avec soi-même, qu'on ne trouvera pas le plus haut de marché. On ne trouvera pas le plus haut de marché. Là, on s'amuse à faire cette vidéo pour prédire le plus haut. On trouve des arguments, on trouve des idées, on suit un petit peu ce qui se passe dans l'actualité. Mais le but derrière tout ça,
Tu vois, le mauvais but derrière tout ça, le but du mec qui va se planter, qui va se rétamer la gueule, c'est de penser qu'il va le trouver. En disant, ah, plus je fais des recherches, plus je vais trouver, je vais finir par être plus intelligent que tout le monde. Ça, c'est le mauvais but. Le bon but là-dedans, c'est de se dire, ok, je le cherche, parce que j'essaye de timer au mieux mes investissements, j'essaye de tirer mon épingle du jeu, de prendre ma part du gâteau, mais j'ai conscience que je n'aurai pas le plus haut. Et donc j'ai conscience que je m'enlève un très gros poids en fait. Alors, tu t'enlèves un très gros poids. Si tu ne cherches pas à faire « ici je vends », et puis deux scénarios, hein. Soit ça continue à monter, tu te dis « merde, j'ai raté le plus haut », tu paniques, tu rachètes, et puis voilà, tu ne sais pas ce qui se passe. Ou soit ça redescend, tu dis « ah, je suis un génie », et puis ça remonte. Et il y a très peu de cas, je sais pas, il y a 0,01% des gens qui vont trouver pile poil le plus haut. Et là, tu paniques, tu rachètes, tu revends, bref, tu fais n'importe quoi. Et ça, c'est prouvé maintes et maintes fois que timer le plus haut, le plus bas, c'est très rare. C'est beaucoup plus simple de sortir en cours de montée. Et on va le voir au fur et à mesure de cette vidéo, les institutionnels, et enfin, je sais pas, moi quand je regarde et quand j'essaie d'investir intelligemment, quand je fais de la perf, quand je fais en sorte de faire de la perf, je ne regarde pas les gens qui se foirent, je ne regarde pas les gens qui font de la merde. Je regarde les gens qui sont bons, qui font de l'argent, qui ont un track record vérifié, etc. Et ces gens-là, c'est quoi? C'est les gros. C'est les mecs qui posent 100, 200, 300 millions, 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards. Et ces gens-là, je suis désolé, ils ne cherchent jamais à timer le marché. On avait parlé de pourquoi vous êtes devenu riche, parce qu'à force de vendre trop tôt, c'est exactement ça. Ils vendent toujours trop tôt. Pourquoi? Parce qu'ils font l'inverse de ce que font les gens. Les gens achètent quand le marché monte, sur la montée, et puis vendent après parce qu'ils paniquent, etc. Alors que les gros, les instits, achètent sur des marchés horizontaux, et justement quand ça monte, au lieu de faire leurs achats ici, même si sur le début ils en font encore, ils font des sorties, ils font du DCA out, c'est le DCA à l'envers. Hein. Donc ils commencent à faire des sorties. Et c'est ce qu'il faut chercher à faire. C'est vraiment ce qu'il faut chercher à faire. Et c'est vraiment ce qui te sauvera la vie et ce qui va t'enlever un poids, d'arrêter d'essayer de trouver le plus haut, d'arrêter d'être dans la peur limite, tu sais, la paralysie en fait de vouloir timer parfaitement, d'aller chercher le plus haut. Donc mets-toi des objectifs, je ne te refais pas toute la vidéo qu'on a fait, je te la remets partout, tu la trouveras en dessous, de comment sortir, comment timer sa sortie. On va continuer à avancer. Donc, la presse, globalement, sont en train de nous matraquer que l'actif est sous-évalué, qu'il a extrêmement de potentiel. Maintenant, il y a autre chose qui est vraiment très prometteur, là pour le coup, et qui est un vrai signe de poussée du Bitcoin et qui peut le tirer vraiment plus haut et encore plus haut. On a des entreprises qui proposent, qui essayent de lister des ETF depuis plusieurs mois sur le Bitcoin. Donc on a plein de boîtes, voilà, et, NDGY, Valkyrie Digital Asset, Vanek, etc., qui font en sorte, qui essayent de lister des ETF. À chaque fois, la SEC, qui est le gendarme de la bourse aux États-Unis, encore une fois les États-Unis, dit non. Pourquoi? Parce que c'est trop risqué, parce que le marché est trop jeune, parce qu'il y a trop de retail investors sur ce marché, etc. Donc les ETF sont systématiquement refusés et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun ETF sur le Bitcoin, et d'ailleurs sur aucune crypto-monnaie. On n'a que le Grayscale, mais qui n'est pas un ETF, qui est un fonds, qui est un trust, et on l'a vu par le passé dans les précédentes vidéos, il coûte cher. Il coûte des frais d'entrée, il coûte un premium qui va se chiffrer à, il est au plus bas à 2%, 5%, mais qui va très vite monter. Plus il y a de demande, plus le premium va augmenter. Et on va voir des niveaux un petit peu débiles comme 30, 40, 50, 60% de premium, 100% de premium, 120% de premium. Donc on comprend que demain, si on avait une solution alternative qui permettrait aux institutionnels d'arrêter de passer par Grayscale et d'arrêter de se manger des premiums, et qui permettrait aussi au retail, à monsieur tout le monde, parce que monsieur tout le monde, est-ce qu'il a envie de se prendre la tête avec la clé publique, la clé privée, ouvrir son compte sur un exchange, comment acheter de la crypto, se former, etc. Non. Monsieur tout le monde, Tata Rachel, ou monsieur Jean, le mec qui investit en bourse depuis 50 ans, et on en a tous autour de nous. Hein. Mais lui, c'est le mec à l'ancienne, tu vois, il achète des actions Renault, il achète du LVMH, tu vois, il est vraiment super à l'ancienne, il ne fait pas de swing, il ne fait rien du tout, il achète juste des actions. Monsieur Jean, là, est-ce que lui, tu vas lui faire des clés privées, des machins, des trucs? Non, jamais de la vie. Par contre, monsieur Jean, si tu lui mets un ETF régulé, propre, joli, très bien, sous tout rapport,
tu vois, comme les actions Renault, et que tu lui dis voilà, maintenant c'est ouvert, tu peux l'acheter avec ton petit PEA, ton petit compte de bourse, tu sais déjà faire, tu cherches le ticker, tu cliques, acheter, boum, terminé. Il y a une liquidité derrière, c'est sérieux, c'est backé par des actifs. Monsieur Jean, il va plus prendre la tête à ouvrir un exchange, etc. Et si en plus, Monsieur Jean, les médias continuent à lui dire ah, le Bitcoin il est sous-évalué, etc., etc., Monsieur Jean, il va faire quoi? Il va rentrer, il va finir par l'acheter, son ETF. Donc tu vois, ça va permettre aux instituts de payer moins cher, donc typiquement peut-être plus de volume, et surtout à ces fameux, à cette majorité en fait, cette majorité silencieuse, parce que qui investit aujourd'hui dans les crypto-monnaies? Toi, moi, les investisseurs un petit peu qui ont l'habitude d'investir, c'est-à-dire voilà, on fait de l'IMO, on fait de la bourse, on fait du trading, on fait du private equity, on est un chef d'entreprise, etc. Donc on a cette fibre-là, mais on n'est pas nombreux en France à avoir cette fibre-là. Et après, il y a tout ce qui est geek, super geek de la crypto, les mecs qui ont fait du minage, et les mecs qui sont à fond crypto, tu vois, les crypto boys, les crypto fanboys. Voilà, il y a ces gens-là qui investissent. Mais après, et puis les instituts, bien sûr, de plus en plus. Mais après, les monsieur Jean, ils n'investissent pas. Alors ce que je veux te montrer, c'est quand même significatif, c'est ça, c'est que oui, aux États-Unis, les ETF sont refusés. Par contre là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? ETF décision. Ontario Security Commission. Receipt, ok. Bitcoin ETF. 11 février. Ah, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais te l'annoncer, ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est que au Canada, on vient... Enfin, la commission, hein, la Ontario Commission, machin, qui est l'équivalent de la SEC au Canada, vient d'accepter, là, c'est tout chaud, ça sort du four, un ETF sur le Bitcoin. Un ETF canadien sur le Bitcoin. Alors, je ne sais pas si tu captes l'importance de cette nouvelle. Elle est vraiment très importante. Je t'ai trouvé ici le fact sheet, hein, donc qui est la documentation que doit forcément publier n'importe qui, n'importe quel ETF qui s'introduit sur le marché. Ce qu'on voit ici, c'est que oui, l'ETF, il a bien pour but d'investir sur le Bitcoin. Il a bien commencé le 11 février 2021 et on a la stratégie d'investissement. Il cherche à répliquer les performances du Bitcoin. Et après, tu as tout le blabla administratif que je te laisserai lire si ça t'intéresse. Ça, c'est historique. Pourquoi c'est historique? Je te l'ai dit, tout ce qui est Monsieur Jean, Monsieur Jean, il est là, ok. On va lui donner accès à un ETF, donc augmentation des volumes particuliers. Les instituts, baisse des frais, ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec un ETF, très rapidement, je fais la parenthèse là pour tous les gens qui ne sont pas bourse, marché financier et qui ne savent pas ce qu'est un ETF. Tu vois la déformation que je viens de faire là? Je viens d'écrire ETH, Ethereum, c'est quand même dingue. ETF, qu'est-ce qu'un ETF? Exchange Traded Fund, okay, c'est-à-dire fonds tradés sur un exchange, c'est-à-dire une place de bourse. Okay, donc globalement, un fonds, quoi, hein, en langage clair. Ce fonds, c'est quoi? C'est un panier, tout simple. Et à l'intérieur, on va mettre des actifs, on va définir une stratégie d'investissement. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans le prospectus. Okay, prospectus, stratégie d'investissement, proposée au régulateur. Le régulateur refuse ou accepte. À partir du moment où le régulateur accepte, le prospectus et la stratégie d'investissement est figé dans le marbre. Si l'ETF dit « je réplique le Bitcoin de telle façon », je réplique le Bitcoin, il réplique le Bitcoin. Il n'y a pas de demain, il change d'avis, il se lève, le gérant de l'ETF, il dit « ah non, aujourd'hui, je mets l'Ethereum dedans ». Non, il réplique le Bitcoin. S'il veut changer la stratégie d'investissement de l'ETF, redocumentation, redépôt, la SEC et tout le bordel. Donc, un ETF, c'est rien de plus qu'un panier qui va détenir quelque chose avec une stratégie, et la stratégie à l'intérieur, elle peut globalement être très large. Okay, des cryptos, tout ce que tu as envie. Là, notre ETF réplique le Bitcoin. Maintenant, les gens qui vont acheter une part de l'ETF, okay, Monsieur Jean, les instituts, les instituts sont plus gros que Monsieur Jean, les instituts sont là, ou toi, moi, n'importe qui. Ces gens-là vont acheter une part de l'ETF qu'on va découper en parts, on va leur donner des valeurs liquidatives à ces parts-là. Okay, donc admettons que voilà, des gens achètent des parts, etc. L'émetteur de l'ETF, pour répliquer le prix du Bitcoin, c'est pas magique, hein. Il n'est pas en train de dire oui, je vous donne une part et on l'écrit sur un contrat et en échange, je vous dis que ça vaut tant et que si ça monte, je te donne tant. Non, ça c'est un CFD, c'est pas un ETF. Là, ce qui se passe, c'est qu'il doit backer absolument tout ce qui se passe. C'est-à-dire que si les gens arrivent et achètent l'ETF et que ça vient à refléter
je ne sais pas moi, pour 10 000 bitcoins d'engagement, un zéro de trop, eh bien l'ETF doit hedger ses positions. Et si les gens veulent acheter pour 10 000 d'équivalent bitcoin d'engagement, bah, l'ETF doit lui-même détenir 10 000 équivalent Bitcoin. Quand les gens vont vouloir sortir, rentrer, etc., il faut qu'ils fournissent une liquidité. Il faut que le sous-jacent qu'il propose, qu'il met en vente, pour lequel il donne l'accès à ce fonds-là, il faut que le sous-jacent soit détenu pour tout un tas de problèmes. On n'a pas déjà parlé des problèmes de se hedger pour les institutionnels, des problèmes de clearing system, etc. etc. Tout ça est très contrôlé, très réglementé. L'ETF doit détenir physiquement les bitcoins. Si l'ETF détient physiquement les bitcoins, il y a une demande de bitcoin, donc le prix augmente. Et si l'ETF a beaucoup de succès, parce que bah tiens, c'est le premier ETF par exemple sur le bitcoin, il n'en existe aucun autre. Bah, il y a beaucoup de demandes, donc il y a beaucoup de bitcoins qui sont achetés, donc il y a une très grosse demande, pression de la demande, et on sait ce qui se passe, hein, ça fait monter les prix. Donc ça, c'est un vrai game changer. Maintenant, je te l'ai dit, aujourd'hui on n'a que cet ETF qui est sur le marché canadien, qui n'est pas encore, d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo, il est accepté, il est validé, il est clearé, tout ce que tu veux, mais il n'est pas encore dispo parce qu'il y a un tout petit délai pour qu'il soit dispo sur les plateformes de bourse, donc ça va arriver très vite. Si tu veux le trouver, le ticker c'est BTCC, ok ? Le ticker ça va être BTCC, en plus bah, ils ont de la chance vu que c'est les premiers, ils ont pu prendre un ticker sympa, hein, ils ont pris BTC et puis ils ont rajouté un C, donc hop, on va le trouver très bientôt. Surveillons. Et on le fera ensemble en vidéo, mais si tu veux le faire aussi dans ton coin et faire tes propres analyses, surveillons BTCC. Qu'est-ce qui se passe BTCC? Est-ce qu'il monte? Est-ce que tout le monde l'achète? Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est, tu sais, les trucs qui sont en dessous, là, qu'on ne regarde jamais. Ou en tout cas au début, quand on est débutant, les volumes. S'il y a énormément de volumes, qu'on voit des 200 millions, des 500 millions, des milliards de transactions ici sur cet ETF, ben, on verra qu'il a beaucoup de succès. S'il a beaucoup de succès, on vient prouver quand même un concept. C'est-à-dire que monsieur tout le monde veut acheter, que les institutionnels se tournent vers cet ETF-là, etc., etc. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être fou au niveau institutionnel, notamment parce qu'on parle d'un ETF qui est échangé sur le marché canadien, donc les volumes, ce n'est pas du tout les États-Unis, hein, ce n'est pas non plus la France, mais c'est un premier pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a ces fonds-là, donc VanEck, Valkyrie, enfin ces boîtes-là, qui veulent lancer des fonds, NYDIG, qui ont tout annoncé qu'elles voulaient lancer leur ETF. Okay, sauf que quand tu veux lancer un ETF, si tu veux t'amuser à faire comme moi, à espionner sur le site de la SEC, on est déjà allé ensemble, tu vas sur le site de la SEC, puis tu regardes les dépôts légaux, officiels, etc., tu verras, tu vas trouver très rapidement que pour demander à lister un ETF, tu as tout un bordel administratif à poser, et tu as surtout un formulaire qui s'appelle le 19B-4. Et ça, c'est le dernier formulaire à lister finalement, et c'est celui-là qui fait partir les délais pour la SEC. Et à partir du moment où le 19B-4 il est envoyé à la SEC, ils ont 45 jours pour donner leur réponse. Okay, ils étudient le bordel, etc. 45 jours après, on a la réponse. Ils peuvent étendre ce délai à 240 jours. Donc tu vois que les délais administratifs, c'est toujours pareil hein, dans la vie, c'est ça qui nous plombe. Aujourd'hui, aucune de ces boîtes n'a déposé le 19B-4. Donc on est au moins à plus de 45 jours d'un possible ETF sur le marché américain, voire même un petit peu plus. On espère, et en tout cas pas mal d'observateurs extérieurs espèrent qu'il soit listé cette année. Ce n'est pas encore le cas. On le suivra sur cette chaîne parce que autant un ETF, on va voir ce qui se passe hein, sur le marché canadien, bon c'est bien, c'est cool, mais bon, on va voir l'attraction. Autant un ETF Bitcoin sur le marché américain, là je pense que ça peut pousser vraiment fort. Okay, donc voilà pour cette partie ETF que je voulais te partager. Le point suivant, je voulais faire une parenthèse en effet pour j'en ai parlé un tout petit peu avant, tous les crypto-fans là. Les crypto-fans, les crypto-guys, les mecs qui sont vraiment à fond, tu sais, technique, etc. Moi, je m'en suis jamais caché auprès de toi. Je ne suis pas du tout le mec qui s'y connaît méga bien sur tous les protocoles, sur tous les algos différents, sur même toutes les cryptos, ce qu'elles font pas, etc. Tu as vraiment des gens
extrêmement meilleurs que moi. Tiens, je fais un petit salut amical à mon pote Asher et je te mettrai aussi sa chaîne en lien autour de cette vidéo. Si tu veux un mec qui est à fond, là, qui est le gros geek des crypto-monnaies, qui va t'en apprendre bien plus que moi, ben, va jeter un œil à son contenu. Et j'ai aucun problème avec ça. Ça n'est pas du tout mon but. Okay, mon but, les crypto-lovers, les crypto-guys, les crypto-geeks, les gars, c'est pas ça. C'est encore une fois d'être un investisseur. De peut-être apporter de l'aide aux investisseurs qui me regardent. Et ce que je voudrais dire à tous, là, les crypto-lovers, c'est que vous êtes les bienvenus et je suis super heureux de vous avoir là. Même si je peux apprendre des trucs avec vous, c'est génial. Par contre, ce que je voudrais dire aussi aux autres, c'est que ne tombons pas dans deux travers très importants. Le premier, je t'en ai déjà parlé, c'est de réagir en équipe de foot. C'est-à-dire dire le Bitcoin c'est le meilleur, ah non le XRP il est mieux, ah non moi je préfère, j'en sais rien moi, ADA, ah non moi je crois plus à tout la DeFi et puis tous les autres, etc. Et puis donc je suis en train de faire le supporter de foot, de dire votre truc c'est de la merde, le mien c'est le meilleur, Yann t'es qu'un con parce que tu connais pas tous les détails, Asher il est meilleur que toi, etc. Et c'est complètement vrai. Ne tombons pas là-dedans. En tout cas, pas ici. On est investisseur, ok? Moi si tu dis que ton coin il est mieux et qu'il fait 5000%, quand celui sur lequel j'investis, il fait 100%, et en effet, il est moins bien, pour plein de raisons techniques, tout ce que tu veux, que le tien, il est plus rapide, il coûte moins de frais, etc., et puis celui-là, voilà, tout ce que tu veux, je m'en fous, tant mieux. Mon but, c'est pas que toi tu te plantes et que moi j'ai raison. Mon but, c'est qu'au maximum, déjà moi en premier, mes investissements se passent bien, et puis si possible, pour ce que je fais sur YouTube, que ça soit pas dans le vent, et que la communauté y voit plus clair. Donc ça, c'est le premier point, ne tombons pas dans l'équipe de foot, j'en ai déjà parlé. Le deuxième point, et peut-être qui est celui le plus violent pour les crypto-guys et les crypto-lovers. Ne pensez pas que vous voyez le futur et ne pensez pas que les cryptos vont demain remplacer les banques, vont demain faire s'effondrer la finance, le système financier, vont demain remplacer le fiat, vont demain remplacer absolument tous les exchanges, j'entends par là toutes les places de bourse, etc., etc., remplacer les prêts, tout remplacer, ok, les cartes de crédit, tout ce que tu as envie, et tous les acteurs autour, genre en gros que les cryptos vont tout disrupter et vont tout casser, et puis la force au peuple, le pouvoir au peuple, et tous les enculés des banques, etc., vous allez tous mourir. Comment m'exprimer sans me faire défoncer? Ce doux rêve, il est cool, il est beau, c'est un joli roman, c'est un petit peu l'histoire qu'on lit aux enfants le soir pour les endormir. Et c'était même, au-delà de ça, l'essence de la crypto et peut-être le combat de Satoshi Nakamoto et tout ce que tu veux. Là, je parle vraiment, tu vois, aux geeks de la crypto. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Force est de constater que les volumes instits sont extrêmement plus gros que tout ce que vous pourrez faire tous ensemble de petits porteurs. Force est de constater que les banques rentrent de plus en plus dedans, les prestataires de paiement rentrent de plus en plus, on va le voir après, les hedge funds rentrent de plus en plus, ou les gérants de fonds rentrent de plus en plus, on va aussi le voir après. Toutes les personnalités les plus connues et respectées du monde de l'investissement, comme les plus méconnues ou pas respectées de la télé-réalité, sont tous en train de pousser, etc. Donc on est très loin du rêve de la crypto qui disrupte, qui casse le monde, on repart à zéro, on n'aura plus besoin de personne, etc. C'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Hein. On est en train de se mainstreamiser, on est en train de se institutionnaliser, on est en train de faire rentrer des gros volumes, des big boys, des grosses banques et toutes les théories que tu as envie, du complot, les Rothschild et tout ce que tu as envie. Donc, ces gens-là ont beaucoup plus de pouvoir et d'argent que ce que tu n'auras jamais. Et je pense que quand, encore une fois, tu es un petit acteur du marché et tu peux avoir 5, 10, 20, 30, 50 millions sur le marché, bravo, félicitations, tu restes un microbe du marché. Ces gros acteurs, ils tiennent le truc, jamais ils vont laisser passer de perdre leur avantage concurrentiel, jamais ils vont laisser passer de perdre leurs clients, leurs flux, leurs frais.
Oui, les cryptos vont disrupter énormément de choses. Oui, beaucoup de choses vont changer. Oui, demain, une carte de crédit, ça n'existera plus. On paiera avec des moyens dématérialisés. Oui, ça va changer des choses dans les prêts. Oui, ça va changer des choses. Ça va changer des règles du jeu absolument partout. On est d'accord. Mais ça ne va pas faire s'effondrer le système. Demain, la monnaie, c'est le Bitcoin, etc., etc. Non. Ça, je ne vois pas comment ça peut être possible quand tu t'intéresses de près aux finances, au marché financier, à l'argent tout court et au flux d'argent. Donc ça, c'était vraiment la parenthèse. Donc, s'il vous plaît, après, chacun peut avoir ses convictions et c'est tout à fait OK. Et si tu penses ça et que tu veux continuer à le penser, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, ne tombe pas dans l'extrême de dire, parce que c'est vite fait, tu vois, d'aller dans l'extrême extrême, de dire, bah du coup, vu que je crois tellement fort à ça, je mets toute ma vie à l'intérieur. Et moi, je connais des gens, même de très près parfois, qui se reconnaîtront peut-être, qui sont un petit peu allergiques à l'investissement, qui sont un petit peu allergiques au marché financier, etc., pour plein de raisons tout à fait légitimes ou pas, peu importe, et qui par contre sur les cryptos déclavettent complètement, parce que ouais, c'est super sexy hein, de voir que ça va changer les choses, on va disrupter, etc., mais pas plus pour moi qu'aller dans l'espace ou tout ce que tu as envie, mais bref, c'est sexy, tu as envie d'y croire, tu as envie d'y aller, et qui du coup oublie toutes les bonnes règles de gestion, ou tout ce qu'ils ne faisaient pas avant, et puis partent dans l'extrême, tu vois, à mettre all-in ou beaucoup trop, ou alors à pas faire d'allocation, mettre 100% de son cash disponible, ou même parfois de son patrimoine, voire même faire des trucs débiles qu'on va voir arriver, et ça sera un vrai signe de surchauffe, de je vends ma maison, je mets tout dans le Bitcoin, etc., ça on le verra au journal de 20h. Et ça, c'est créé par toutes ces croyances, en fait. Et toutes ces croyances, elles sont entretenues par plein d'acteurs, pour plein de raisons différentes, que ce soit des supporters de foot, les médias, ou tout ce que tu veux, ou parfois les instituts eux-mêmes. Mais toujours est-il que la vie, hein, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de... Voilà, tout le monde prêche pour sa paroisse, et je voulais vraiment faire cette parenthèse là-dessus, et elle est importante. Et peut-être tu vas me dire, mais Yann, ça n'a rien à foutre dans une vidéo de prédiction de prix, etc. Si, parce que ça reste un fondamental de marché, et ça reste un sentiment de marché, un bruit de marché. Et le marché, ça n'est que la somme de ces acteurs et de leurs sentiments qui se mélangent et qui viennent à un consensus, la loi de l'offre et de la demande et un prix, tout simplement. Maintenant, tant qu'on était là-dessus, tant qu'on parle des gens, de ce que pensent les gens, je voudrais qu'on aille jeter un œil à ce que pensent plein de gens, mais des gens un petit peu, peut-être soit renommés, soit reconnus, ou en tout cas qui ont des track records, ou en tout cas des faits d'armes dans la crypto. Et je t'en ai sélectionné quelques-uns, et on va s'intéresser à leurs prédictions à eux. Parce que finalement, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit, déjà, je suis qui pour avoir mon mot à dire, de dire, je pense que le Bitcoin, il va aller là, il va aller là. Donc je me suis dit, tiens, intéressons-nous, ça peut être sympa, aux gens qui sont peut-être un peu plus quelqu'un, et un peu plus connus, respectés, ou tout ce que tu as envie dans ce milieu-là, et qu'est-ce qu'ils pensent, eux. Je pense que ça va nous donner une bonne idée, déjà. Alors j'ai commencé par les frères Winklevoss, les jumeaux Winklevoss, qui globalement, pour te faire l'histoire très rapidement, sont des mecs qui sont à l'origine de Facebook avec Mark Zuckerberg. Tu as peut-être vu le film où on explique leur histoire. Ils sont un peu fait niquer, on ne sait pas trop comment. Il y a eu un procès, ils ont gagné pas mal d'argent, quelques dizaines de millions de dollars. Et puis, ils ont investi dans le Bitcoin avec cet argent en partie. Et ils ont investi très tôt et ils ont investi un peu fort. C'est-à-dire qu'ils ont été visionnaires. Pour le coup, respect. Ils sont rentrés il y a 5-6 ans maintenant et ils sont rentrés avec 11 millions de dollars, ou 10 ou 11 millions dans mes souvenirs. Donc, ils ont quand même... voilà. Et depuis, ils sont super respectés. Ils ont monté un exchange qui s'appelle Gemini, qui est d'ailleurs très orienté pour les pros et pour les instits. Il y a de l'OTC, etc. Bon, bref. C'est des acteurs quand même connus et respectés qui sont maintenant milliardaires en Bitcoin. Pourquoi? Parce que quand tu rentres il y a 5 ans avec 10 millions, 11 millions et que tu vois ce qu'elles ont fait les courbes et que tu ne vends pas tes bitcoins, voilà, hein, ils sont milliardaires en bitcoin, donc c'est beau. Qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Ils en pensent quoi? Il va se passer quoi? Alors, eux dans les interviews, alors donc ça date de décembre 2020, donc c'est quand même assez récent. Ils ont 2 thèses principales. La première, c'est que globalement, ils te parlent du milieu institutionnel, etc. Et leurs 2 thèses principales, c'est que, 1, le Bitcoin va remplacer l'or, ou en tout cas devenir l'or digital,
D'ailleurs, ça a pas mal fait d'émule, puisque beaucoup de gens ont repris ça, et ça tourne pas mal dans le milieu des cryptos. Donc en effet, c'est plutôt sexy que le Bitcoin soit l'or digital. Ok. Donc ça, c'est leur thèse numéro 1. Et leur thèse numéro 2, c'est de dire que, étant donné qu'il y a énormément d'injections en ce moment de fonds via les banques centrales, que ce soit la Fed, la Banque Centrale Européenne, etc., dans l'économie, il y a des QE de plus en plus importants, il y a énormément de nouvelles monnaies qui est mise sur le marché, ça provoque théoriquement de l'inflation, ça provoque aussi théoriquement une augmentation de toutes les valeurs qui sont dénominées en dollars. Le Bitcoin est dénominé le plus souvent en dollars de par le monde. Et donc tout ça fait qu'on arrive à une surchauffe. On arrive à une surchauffe et on arrive à une augmentation des prix. Alors eux, ce qu'ils ont dit là dans l'article que je t'ai montré, à l'époque on était à 19 000 dollars par Bitcoin, donc tu vois que c'est quand même allé super vite, parce que cet article il date de quoi? Il date de 11 décembre. Voilà, donc est-ce que ça va trop vite ou pas? Ce sera à toi de le déterminer. Et dans cet article, ils nous disent on a largement encore la place pour faire x30. Donc tu vois, ils sont un petit peu énervés les mecs. Et tu as envie de te dire, d'un côté, bon, ils sont déjà milliardaires en Bitcoin, etc. Ils ont eu plein de visions. Donc voilà, qu'est-ce qui les empêcherait de sortir aujourd'hui et de prendre leur profit? Et c'est pas ce qu'ils font. Bon, d'un autre côté, tu te dis, ouais, mais ils ont quand même un exchange, etc. Ils travaillent beaucoup avec les cryptos, donc ils ont quand même envie que ça monte. Mais toujours est-il que eux, ils n'ont pas non plus super envie de passer pour des cons, parce que quand tu es super connu, etc., t'as peut-être pas envie, tu fais attention à ce que tu dis. x30, 19 000 x 30, ça fait 570 000 dollars. Donc bon, ok. Winklevoss. Winkle. Attends, je vais mettre un gros W blanc, on verra mieux. Eux, ils nous disent 570 000 dollars. La thèse, c'est Digital Gold, donc on va venir remplacer l'or. Et la thèse QE / banque centrale / inflation. Ce qui fait relativement du sens, ce qui fait même complètement du sens d'ailleurs, on l'entend très bien. Donc ok, merci les frérots Winklevoss, on prend en compte ce que vous avez à nous dire. Maintenant, on a monsieur Minerd, Scott Minerd, alors qui peut-être te dit vachement moins quelque chose, puisque le mec n'est pas trop connu. Alors il n'est pas trop connu du commun des mortels, en tout cas beaucoup moins que les frérots Winklevoss. Par contre, le gars, c'est quand même le CEO de Guggenheim, qui est un énorme, on peut le dire, une énorme boîte, fonds, société d'investissement qui fait plein de trucs dans la finance et qui investit des sommes relativement importantes puisqu'ils ont 240 milliards d'AUM, donc de fonds sous gestion. Bon, c'est pas mal, ils ont 2400 employés dans le monde, donc le mec, bon, quand il arrive à la télé et qu'il fait sa petite prédiction, t'as envie de te dire, pareil, il a moyen envie de passer pour un con. Donc lui, ce qu'il nous dit là, le 17 décembre, c'est qu'il voit bien le Bitcoin aux alentours de 400 000 dollars. Ok, bon Scott, écoute, tu m'es sympathique. D'accord, alors lui, bon, il a des grands thèmes aussi, donc beaucoup de money printing, donc voilà, beaucoup d'injections monétaires de la part de la Fed. Il part du principe que sur les derniers bull run, on est arrivé à 20 000, donc les multiplicateurs font que ça serait pas déconnant, etc. Donc là, déjà, bon, tu as envie de dire, Scott, ok. Sauf que Scott, il ne s'est pas arrêté là. Scott, quelques jours plus tard, semaines plus tard, puisque là, maintenant, je vais te sortir une communication du 3 février, donc qu'à 2 semaines, il est revenu sur sa prédiction. Et il a dit non, 400 000, bon, j'ai peut-être déconné, les gars, je comprends, je suis quand même un acteur très connu et respecté du milieu, j'ai 240 milliards sous gestion, il faut quand même que je revoie ma position. Donc il a revu sa position, et il a dit que, bon, éventuellement, on pouvait peut-être même aller voir 600 000. Ok, bon, là, ce qu'il met en avant, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes d'institutionnels et que, voilà, il faut que tout simplement, l'asset monte. Quand il y a énormément de demandes, que le marché devient de plus en plus gros, mais qu'en même temps, il est toujours petit et qu'il y a de plus en plus d'institutionnels, on l'a vu, qui rentrent avec beaucoup d'argent. Et eux, quand ils rentrent, ils rentrent fort. Et vu que le marché est petit, il faut forcément qu'il gonfle vite et fort. Et donc, il dit 600 000. Bon, ok, d'accord, merci Scott. Donc on va noter. Donc Scott, 600. Donc finalement, il n'est pas très loin des frérots Winklevoss. Et lui, donc, il nous parle en effet beaucoup de QE de banque centrale et il nous parle beaucoup d'instit.
Ok. Pour l'instant, on est pas mal tous d'accord. Hein. Enfin, moi, j'ai pas encore parlé de mes chiffres, mais en tout cas, on est d'accord sur ce qui fuel le marché. Ensuite, on a Cathie Wood. Cathie Wood, tu la connais peut-être. C'est quelqu'un d'assez connu, pareil, dans le milieu de l'investissement. Pourquoi? Parce que c'est elle qui gère tous les fonds ARK. Les ARKW, ARKF, etc. Et tous ces fonds, il y en a 5, 6, 7. Ils ont tous donc c'est des ETF, hein, et ils ont tous une stratégie d'investissement bien précise. Et ça, c'est des ETF qui sont très diversifiés et on va dire qui sont agressivement gérés. Okay, on l'a vu, il y a des ETF très plan-plan, tu sais, qui se contentent de répliquer telle ou telle chose, le Bitcoin, le dollar, le pétrole. Non, les fonds ARK, ils sont gérés agressivement, ils sont presque tradés même, ils prennent des grosses positions et ils visent chacun des secteurs de marché différents. Par exemple, on en a un sur l'innovation, il y en a un sur la fintech, il y en a un sur les valeurs qui montent en Israël parce que c'est un marché qui est très compétitif, il y en a un qui est sur le spatial, etc., etc. Donc tu vois, c'est des trucs très nouveaux, en même temps très tech, très dans l'air du temps, gérés très agressivement, qui ont fait des performances absolument fous, ils ont un track record dingue, tout à fait x2, x3, x4, x5. Donc c'est devenu un petit peu une petite star dans le milieu financier. Donc voilà, légitimité, etc. Toujours pareil. Cathie, qu'est-ce qu'elle nous dit, Cathie? Alors Cathie, elle nous dit... alors il faut quand même savoir un truc, c'est que Cathie, en effet, avec un des fonds ARK, elle détient quand même pas mal de Bitcoin. Et elle a quand même 7 millions de shares dans Grayscale. 7 millions de shares dans Grayscale, ça fait quand même un petit peu d'argent, il faut quand même le comprendre. On comprend un petit peu plus bas aussi que le Grayscale, et ça c'est super intéressant comme information, on n'en avait pas parlé dans la vidéo sur Grayscale, détient quand même 3% du supply de Bitcoin. Donc là, attends, je vais quand même te faire une parenthèse qui est super importante. Grayscale détient 3% du total supply de Bitcoin. Là, on a une information méga importante. Grayscale, on a parlé, le gros fonds institutionnel, le gros trust, 3%. Ok, sachant que 3%, donc ok, il reste 97. Sachant que ces 97-là, ils ne sont pas tous en floating. Hein, on avait parlé de la notion de floating, du flottant, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment disponibles à l'échange. Il y en a plein qui sont soit perdus, soit planqués, soit holdés très longtemps, soit des gens qui n'ont pas envie de vendre, etc., etc. Donc en fait, 3%, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils détiennent 3% du marché. C'est énorme, c'est vraiment gros. C'est inhabituel. Sur un autre marché, un seul fonds qui détiendrait 3% du marché, on dirait oula, oulala, oulala, oula, attention. C'est comme si je te disais, bah tiens, telle entreprise détient 3% de tout le pétrole mondial ou 3% de tout l'or du monde. C'est beaucoup, tu vois. Donc à part éventuellement des gouvernements, et encore, faudrait checker les chiffres. Voilà, c'est vraiment, ils ont un pouvoir de nuisance si tout se passe mal important. Et ils ont aussi un pouvoir de faire monter le marché important. Peut-être que c'est ce qu'on voit les derniers temps, parce qu'on avait vu dans la vidéo avant que Grayscale, bah, tout le monde finalement allait se brancher à Grayscale. Bref, notre chère Cathie a pas mal d'argent dans Grayscale, a pas mal d'argent dans le Bitcoin, et elle, sa thèse, c'est que, je vais te la noter aussi, donc on a Cathie. Cathie, sa thèse, c'est que il va se passer de plus en plus d'achats, comme a pu le faire Tesla. On l'a vu, on en a parlé, Tesla a acheté 1,5 milliard de Bitcoin, ils ont dit qu'ils allaient accepter les paiements en Bitcoin, ils ont dit qu'ils voulaient investir de plus en plus dans les crypto-assets, etc., etc. Et elle, ce qu'elle dit, elle va même plus loin que ça, elle dit que la plupart des boîtes du S&P 500, mais genre la plupart des boîtes du S&P 500, genre vraiment beaucoup d'acteurs du S&P 500, vont potentiellement investir dans le Bitcoin et dans les cryptos. Elle estime à peu près que les prix vont aller se promener aux alentours de 400 000 $. Si on est à 1%, on est plus à 50 000, ce qui est à peu près le cours d'aujourd'hui. Donc la thèse S&P 500 est aussi, elle est sur 400K. 400, 600, 570 là pour l'instant dans nos acteurs reconnus du marché. Bon, ok, très bien. Continuons. On a ensuite, tiens, on avait parlé de Tesla.
On avait parlé de Tesla, on a compris, ok, ils ont acheté, etc. Et la thèse de plein de gens, et notamment Elon Musk lui-même et plein d'observateurs du marché à ce moment-là, on dit voilà, ça y est, en plus des institutionnels, en plus des gens qui investissent, des gros fonds, des gestionnaires de fortune, de patrimoine, tout ce que tu as envie, les grandes boîtes, notamment américaines très connues, commencent à, elles, rentrer dans le marché, et donc cette fois-ci c'est différent, et donc blablabla, blablabla. Bah, il faut dire que c'est une thèse qui tient vachement la route, puisque Mastercard, tout le monde connaît Mastercard, vient d'annoncer que le 10 février, donc pareil, hein, c'est récent, que ben voilà, les cryptos, ils ont changé d'opinion hein, globalement, ils te le disent à demi-mot, que c'est la révolution, que ben, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Il y a de plus en plus de gens qui veulent utiliser leurs cartes pour non seulement acheter des cryptos, mais également échanger en crypto, soit des cryptos entre elles, mais même acheter des trucs en crypto, comme on l'a vu avec Tesla. Donc c'est quelque chose qui fait du sens, qu'ils sont en train de préparer le futur, que leur philosophie, bah, c'est très simple, hein, c'est de donner le choix aux gens. Ça c'est très nouveau, hein. C'est très nouveau. C'est-à-dire qu'avant, ces gens-là, ces boîtes-là, ces prestataires de paiement, etc., jamais tu voyais ça. Elle te disait, le Bitcoin, c'est un scam, les crypto-monnaies, vous allez perdre votre argent, on n'y croit pas, c'est dangereux, c'est trop volatile, les frais sont trop importants, on peut pas faire du business avec ça. Et là, ils sont tous en train de te dire, oui, mais on y va quand même parce qu'on a envie de faire plaisir à nos clients, puis c'est une histoire de choix, on comprend qu'il y a un marché, blablabla. Donc on a quand même une très grosse différence de placement, de philosophie, de politique qui est en train de se mettre en place. Donc ils sont en train de travailler, ils ont fait bien sûr alliances avec des partenaires qui sont assez connus, hein, si tu t'intéresses aux cryptos, c'est des marques qui te parlent, ORX, BitPay, etc. Visa a globalement dit la même chose, tu l'as peut-être suivi, ça date d'un petit peu plus longtemps, PayPal a aussi annoncé qu'il allait accepter de plus en plus tout ce qui est crypto, échange en crypto, etc. On a Morgan Stanley, enfin quand même, Morgan Stanley, autant ils étaient OK pour prendre leur part du gâteau et fournir des produits aux gens pour qu'ils achètent, qu'ils vendent, etc. Mais là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, c'est la firme d'investissement, okay, c'est la sous-branche investissement de Morgan Stanley qui quand même... Bon, c'est une branche, mais on parle de 150 milliards d'investissement qui est en train de te dire, et c'est ça qui est vachement ambivalent avec les instits, c'est que d'un côté on voit qu'ils rentrent et qu'ils sont rentrés en bas et qu'ils sont chargés et ils se chargent de plus en plus, et on a des gens qui sont très dynamiques, visionnaires, Cathie Wood, etc. Et on a des trucs un peu plus à l'ancienne, genre Morgan Stanley, donc là c'est vraiment l'instit barbe, gros ventre, cheveux gris, qui là est en train de te dire oui, alors bon, nous avec notre branche armée de 150 milliards, nous sommes en train de considérer ajouter Bitcoin à une liste de possibles paris. On va peut-être éventuellement, voilà. Mais ça, pareil, c'est très nouveau. C'est très nouveau. Jamais avant, on communiquait, ces grosses boîtes communiquaient, ou alors quand elles le faisaient, elles disaient que le Bitcoin c'était un scam et qu'il fallait surtout pas investir dedans, ou alors elles discrètement, elles faisaient en sorte de prendre leur part du gâteau en fournissant de la liquidité, etc. sur ce marché-là. Gros changement. Maintenant, là, dans tout ce qu'on a vu, on a des news qui sont très bulles. Okay, on a des gens qui nous disent 570 000, Vehicle Voice, 600 000 pour notre ami gestionnaire, monsieur 240 milliards sous gestion, Scott Minerd. On a Cathie Wood, 400 000. On a Grayscale qui pèse extrêmement lourd, qui, bien sûr, on l'a vu dans la vidéo d'analyse du Bitcoin, du rapport, qui est extrêmement bullish sur Bitcoin, encore plus que sur Ethereum, et ils sont quand même bullish sur Ethereum, etc. Et ils ont plein de sous-fonds, il y a du XRP, il y a tout ce que tu as envie. Morgan Stanley, bon, tu te dis, ça, plus les médias, plus tout le monde en parle, plus on pète des plus hauts, ok, moi je suis d'accord, hein, mais tout ne monte pas jusqu'aux étoiles. Alors j'ai voulu m'intéresser à Ray Dalio, très connu. Ray Dalio, là vraiment, c'est le monsieur, peut-être le mec le plus connu, le gestionnaire le plus connu, qui a écrit de très bons livres, etc., que je t'enjoins à lire. Lui, il a toujours un petit peu dit que le Bitcoin,
ok, alors il commence à dire que oui, le Bitcoin c'est pas mal, ça peut le faire, mais il a quand même toujours vachement dit que on était quand même dans une bulle. Alors, autant sur le dernier bull run, tu as peut-être vu des déclarations de sa part, il était très virulent sur le fait qu'on était en bulle et que c'était dangereux et que ça allait péter. Là, dans cet article-là, je te laisserai le temps de lire, que tu pourras mettre également, enfin je te mettrai dans les notes de l'épisode, il t'explique que oui, tout ce qu'on vient de dire, oui il y a un intérêt d'un site, oui il y a l'intérêt des boîtes du S&P 500, oui il y a beaucoup de liquidités qui rentrent dans l'économie, donc oui ça monte et oui c'est globalement normal, oui il y a beaucoup de similarités avec le gold, putain même Ray Dalio qui te dit ça, oui d'accord, c'est quand même prometteur. Mais il te dit aussi que d'accord, le Bitcoin a réussi à s'imposer comme un vrai asset, ce qui n'existait pas avant. Avant, tout le monde disait c'est pas un vrai asset. Donc là, dans le petit milieu feutré des gérants de hedge funds, des banquiers, etc., c'est un vrai asset. Par contre, il t'explique quand même qu'il est vachement bubbly, il est vachement bubble-like, et il t'explique quelque chose de très important à la fin de cet article, que je vais t'expliquer rapidement, c'est que un asset qui n'est acheté que pour la simple raison que tout le monde pense qu'il va monter, c'est typiquement la caractéristique numéro 1 d'un asset en bulle, d'une bulle spéculative. Et on le comprend très bien. Si tout le monde achète le truc juste parce qu'il monte, et tout le monde veut rentrer dans le train qui monte, pour faire quoi? Simplement de la perf, et pas parce que dans le cas d'une matière première, j'en ai besoin pour produire, pas parce que dans le cas d'une énergie, j'en ai besoin pour me déplacer, pour produire aussi, pour me chauffer, pour m'éclairer, comme une monnaie d'échange, dans le cas par exemple de l'or, comme une sécurité dans le cas de l'or. Là, on n'est pas dans ce cas-là avec Bitcoin. Oui, il y a certains points où on peut y être, typiquement l'histoire du digital gold, où en effet on comprend que ça peut avoir une fonction un peu comme l'or, de couverture, de sécurité. Mais c'est quand même assez marginal finalement par rapport à l'or aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder, même à comparer les market cap de l'or et du Bitcoin, on est encore très loin. Il n'y a qu'à comparer, sans parler des market cap, la typologie des investisseurs, on en est très loin. Le nombre d'investisseurs, on en est très loin. Tous les gouvernements, toutes les banques centrales détiennent des réserves, enfin les banques gouvernementales et les gouvernements détiennent des réserves absolument énormes d'or et pas du tout de Bitcoin. Donc tu vois, oui, il y a quelques similarités, mais on est à 10%, 1%, 5% de similarité, pas 100%. Mais le Bitcoin, on ne s'en sert pas pour se déplacer, on ne s'en sert pas pour se chauffer, on s'en sert très peu, même si on a vu les Tesla, les Visa, etc., pour échanger de la valeur, pour acheter des trucs, parce que c'est lent, ça coûte cher, etc. Donc oui, c'est en train d'arriver, mais ça balbutie quand même vachement. Et si on prend un peu de recul là-dedans, on dit voilà, on est juste un observateur extérieur, toi et moi. On n'a pas investi dedans. On regarde extérieurement. Est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui achètent du Bitcoin, et ça vaut pour toutes les autres alts, parce que ça va rapporter des profits et on va faire de l'argent, que pour une autre raison? Objectivement, sérieux, 99,9% des gens achètent du Bitcoin pour faire de l'argent. Okay, ça, c'est l'argument numéro 1, un bon gros 1 d'un asset qui est en train de se mettre en bulle. Alors, c'est quoi une bulle hein? C'est ça. Ça bulle, ça bulle, ça bulle, ça augmente, putain vite, ça augmente, ça augmente. Et toutes les bulles du monde, toutes, sans exception, et il n'y a pas de cette fois-ci c'est différent, elles ont fait ça. Alors, je ne suis pas en train de dire, oh, Yann, il veut plus, il nous dit un coup Bitcoin, un coup pas Bitcoin, etc. Attention, il faut avoir une vision quand même, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Mais là, tu vois, autant le début de vidéo, on voit que tout le monde pousse dans le même sens, on dit putain ça va monter jusqu'aux étoiles, et quand même de mon devoir de nous remettre un peu sur terre, et d'avoir l'intime conviction, et autant je sais que je ne choperai pas le plus haut, je ne choperai pas le plus bas, mais je sais, j'ai l'intime conviction que ça va se péter la gueule, parce qu'en effet on est de plus en plus en bulle, et ce dernier argument de tout le monde achète pour faire de l'argent, il est quand même clair. Et celui-là, il est difficilement réfutable, hein, mais je suis ok, allez-y dans les commentaires, amusez-vous. C'est pour ça que je te dis que je n'allais pas me faire que des amis avec cette vidéo. Donc cette caractéristique ne veut pas dire
que demain ça va se péter la gueule. Cette caractéristique ne veut pas dire que ça ne montera pas à 1000, 10 000, 100 000, 1 million demain. Ça ne veut pas dire que Cathy n'a pas raison et qu'on ne va pas aller voir 400 000. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça va monter jusqu'aux étoiles, et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on est à 50 et quelques mille. Au début de cette vidéo, on était à 51 000, 51 200, on est à 51 300, là, c'est en train de se stabiliser tranquillement. Ça se trouve, demain, on va avoir la méga grosse correction, parce que quand même, ce qu'il faut comprendre, retournons ici. Si on regarde, et la thèse de plein de gens, regarde, quand je regarde cette courbe, il y a deux grandes thèses, là, qui vont se défendre. Les deux, je ne dis pas qu'il y en a une, on ne sait pas laquelle des deux est vraie, mais il y a deux grandes thèses. La première, quand on regarde ces courbes, c'est quand même qu'elles se ressemblent vachement. Entre ici et là, bon, là quand même, ça se ressemble, tu vois, sur la montée. Maintenant, il y a deux grandes thèses. Thèse numéro 1, le mouvement qu'on voit là, c'est à peu près la même échelle, bien sûr plus grand puisque bull run d'après, et regarde, ça ressemble vachement, et on est proche du haut, et ça va bientôt descendre. Je n'en sais rien. Deuxième grande thèse, le mouvement qu'on voit là, étant donné que c'est un bull run beaucoup plus gros, avec beaucoup plus d'argent, on l'a vu, les instits, etc., ça n'est que le début, en fait, c'est l'équivalent de juste là. Et il reste tout ça. OK? Maintenant, dans la thèse numéro 1, ça va se péter la gueule demain, on va très vite le savoir, et puis il faudra réagir, sortir ou pas, etc. Très franchement, je ne crois pas. Moi, ma conviction personnelle, c'est que c'est plutôt la thèse 2. Et qu'on est plutôt quelque part au début. Alors moi, je ne suis pas si extrême de dire qu'on est au début là, peut-être qu'on est quelque part par là, j'en sais rien. Mais je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à enfin c'est le but de la vidéo. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que ça va redescendre forcément après, mais là, c'est même pas de ça que je veux parler. La deuxième chose dont je suis absolument certain, et on va très vite le voir ça dans les semaines à venir, c'est que tu vois là, quand on la zoome un petit peu là, cette courbe là, ce dernier bull run, on voit que ça n'a pas été une montée claire et nette. Il y a eu des semaines, on a un weekly là, une bougie une semaine. Il y a eu des semaines bien baissières, bien rouges. Regarde celle-là là. Celle-là n'est pas belle. Celle-là là, elle a fait moins 30%. Okay, elle n'est pas jolie. Mais regarde. Parce que là, le graphe nous joue des sourds parce qu'on n'est pas en logarithmique. Mais regarde, celle-là, là, elle paraît plus petite. Mais non, elle est plus grosse. Pardon. Hop, elle fait moins 41. Donc là, je n'ai pas pris qu'une seule bougie. J'ai pris du plus haut ici, là, pouf, jusqu'à le bas de la mèche, là. Moins 41. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que along the way, dans la montée, si on est dans le scénario de on est en début de montée, qui paraît plus plausible, là, comme ça, de base, on va quand même se manger potentiellement, et on le voit sur tous les cycles précédents, des moins 30, des moins 40. D'où, encore une fois, l'importance de ne pas rentrer sur un marché vertical pendant l'euphorie, parce qu'on va faire le truc débile du retail débile, de dire « Ah, ça monte, vite, j'achète, boum, moins 40. Ah non, merde, je me suis trompé, ça y est, c'est fini, ça vend. » Et boum, ça remonte. « Ah bah merde, je me suis trompé, je re-rentre là. Boum, moins 30. Ah putain, je suis vraiment un idiot, ça va descendre. » Et boum, ça remonte, ça finit le bull run. J'ai perdu de l'argent 2 fois, je me suis dégoûté, je me suis fait éclater. Et ça arrive forcément, parce que des gens prennent des profits sur la montée. Et des particuliers prennent des profits sur la montée, donc ça fait des respirations et ça repart. Mais là, ce qui a changé, on l'a vu, il y a de plus en plus d'instits. Mais oui, mais là, il y a des instits qui vont prendre des profits. Et quand eux, ils vont commencer à prendre des profits, est-ce qu'ils vont commencer Je ne le sais pas, je ne suis pas Madame Irma. Il est très possible que les mouvements de correction soient violents. Et des moins 30, des moins 40%, je ne trouve pas ça du tout déconnant. Donc là, il faut bien comprendre qu'on est tous dans l'euphorie, c'est génial parce qu'on est tous des génies. Quand le marché il monte, tout le monde est un génie, c'est simple, il suffit d'acheter. Je suis le meilleur du monde. Par contre, si là, on va jouer 50 000, okay, un peu plus de 50 000, on va trouver un moins 40, hop, on va revoir un 30 000. Puis c'est marrant, tu vois, on va être sur cette correction-là, donc ça ne serait pas du tout déconnant. Tu vois. Il y a même des scénarios un petit peu plus pessimistes où on peut estimer qu'on peut retourner là dans le creux, dans le volume profile, autour de 25 000. Encore une fois, on ne va pas tomber dans l'analyse technique, mais voilà, on a une zone là qu'on pourrait tracer un peu vulgairement ici, de correction possible, plus ou moins grande.
Et le pire, c'est que même si on vient à faire ça, eh ben on est toujours dans un bull market. Et même quand on sera là, on n'aura pas cassé encore assez bas pour ne plus être dans un bull market. On sera toujours dans un bull market, ça ne sera qu'une correction. Pour considérer plus être dans un bull market, ça va plutôt se situer sur des niveaux dans ces eaux-là. Mais bon, des niveaux dans ces eaux-là, il faut aller les tenir, hein. Faut aller serrer les fesses. Hein. Bon, on est en dessous de mon carré rouge. Hein. On est peut-être un petit peu plus. J'ai peut-être été un petit peu violent sur mon carré rouge. Mais tu vois, tant qu'on est là-dedans, jusqu'à 15-16 000, techniquement, on sera toujours dans un bull market. Mais là, le mec qui rentre à 51 000 sur l'euphorie, est-ce qu'il est prêt à aller voir 20 000? Tu vois? Est-ce qu'il va tenir sa position? Donc ça, c'est les questions à se poser. Donc tu vois, on a deux grands scénarios. C'est un peu compliqué. Hein. Alors maintenant, ce que je vais te donner mon avis plus précisément, ok? Et tu vas voir qu'il recoupe beaucoup de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, forcément, puisque c'était quand même le but, c'était quand même d'en venir à ça. Première chose. Pardon, je peux passer en blanc. Première chose. Là où se joue le shift pour moi, c'est entre les particuliers et en effet les instits. Et qu'est-ce qui va fueler le marché et qui va avoir raison à la fin. Et il y a un truc que je suis absolument certain, c'est que eux, ils vont prendre leur part du gâteau, ils vont sortir correctement, et eux, alors les malins vont faire pareil, mais la grande majorité de ceux-là va se faire défoncer. Parce que la grande majorité de ceux-là n'est soit pas encore rentré, soit rentré trop tard, soit rentré bon, plutôt pas mal, mais va paniquer, va pas savoir vendre, ou va pas savoir acheter, ou va se recharger tout en haut, etc. Et ça, c'est typique, c'est systématique sur tous les marchés, pas que les cryptos, les marchés actions, les small caps, etc. Ça fonctionne toujours pareil. C'est les gros qui tiennent le marché, c'est la smart money, encore une fois. Donc pour moi, le shift, il est là. Mais il n'est pas là que là-dessus. C'est bien beau de dire, il y en a qui vont se faire baiser et d'autres qui vont gagner. Il est qui va réussir à fueler le marché. Parce que eux, là, ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont plus assez nombreux. Plus les prix montent, plus on a besoin d'argent qui doit rentrer, plus on a besoin de volume qui doit augmenter pour continuer à fueler un truc qui commence déjà à être idiot, donc de plus en plus de gens qui se disent « Oula, ça commence à être idiot, ça commence à être idiot, ça commence à être idiot ». Donc ces gens-là, ils ne se renforcent pas. Hein. Soit ils s'allègent, soit ils font rien, soit ils vendent tout. Donc forcément, il faut beaucoup plus de gens convaincus. Donc déjà, et donc raison de plus, hein, de gens convaincus qui vont se faire éclater parce qu'ils vont rentrer trop tard, parce qu'ils sont convaincus trop tard. Donc déjà, il faut de plus en plus de particuliers. Mais pour vraiment aller très loin, et sur les niveaux, et là je suis totalement d'accord avec Cathy, les niveaux 300 000, 400 000, etc. Ah oui, hein, si on n'a pas les boîtes du S&P 500, si on n'a pas les instituts, si on n'a pas les banques, si on n'a pas les Visa, les PayPal, les ETF, etc. et tous ces gens-là qui vont avoir besoin de se charger pour deux raisons. Un, parce qu'il va y avoir de la demande de leurs clients et de des différents associés, des différentes constellations avec qui ils travaillent. Et deux, parce qu'ils vont avoir besoin de se baquer, parce qu'il va leur falloir des bitcoins en réserve ou telle crypto-monnaie en réserve pour assurer la liquidité, etc., pas avoir d'appel de marge, toutes les notions de clearing, etc. Donc ces gens-là vont avoir besoin de se charger. Et eux, quand ils ne chargent pas avec 10 000, 20 000, 30 000 euros, ils chargent avec 20, 30, 50, 100 millions. Mais ça, on va en avoir vraiment besoin. Donc dans les prochaines vidéos, dans les semaines, dans les mois qui viennent, on a besoin de continuer à avoir beaucoup de nouvelles comme Tesla. Mais pas un peu. Pas genre Microsoft, bon, ça serait génial que Microsoft dise pareil, mais pas genre une fois par mois, quoi. Un coup un Tesla, un coup Microsoft, il ne se passe plus rien pendant 4 mois. Non, on a besoin de beaucoup de nouvelles dans ce sens-là. On a besoin d'une multitude de 5, 10, 15, 20 entreprises qui annoncent ça tous les mois. On a besoin de Morgan Stanley et tu vois, qui annoncent oui, peut-être, etc. On a besoin que toutes les semaines, on a besoin de voir ça. On a besoin qu'il y ait de plus en plus de bruit vraiment présent, très présent des institutionnels. Ça va avoir deux effets. Un, ça va fueler cette demande et continuer à tirer les prix vers le haut. Et deux, ça va faire rentrer de plus en plus de petits particuliers, les pauvres qui ne sont pas encore rentrés et qui vont se faire éventuellement éclater. On est très centré sur le Bitcoin. Hein. Dans les autres vidéos, on parlera des altcoins. Pour là, si tu es là, tu es débutant, tu te dis putain, mais là, Yann, tu es en train de me déprimer, tu es en train de me dire je ne peux pas rentrer sur le marché. Si, tu peux rentrer sur le marché. Là, tout de suite, maintenant, le Bitcoin, ce n'est pas la meilleure fenêtre. On en parlera dans d'autres vidéos. Ok ? Comprends déjà les grands principes parce que c'est vraiment important. Donc ça, c'est le premier élément de ma thèse. Ok ? Donc on veut voir ça.
Là, on va le mettre en rouge, c'est obligatoire qu'on voit des instituts, on doit les voir, on doit les voir, on doit les voir fort. Les particuliers, on s'en rendra vite compte. On va le voir comme on l'a vu sur Google Trends. Tiens, on n'est pas allé sur Google Trends, tu veux qu'on y aille vite fait sur Google Trends? On y va. Voilà, on va les voir, hop. Bon, là, il se passe ça n'a pas beaucoup bougé. Hein, ça a augmenté, on n'est pas encore à 100, tu vois, mais on est dans un bon trend, etc. Donc oui, les particuliers sont là. Ce n'est pas les instituts qui font Google Trends, hein, je te rassure. Donc, les particuliers viendront. Avec le bruit général, avec les news, avec tout ce que tu veux, ils viendront. On va continuer à surveiller les news. Ensuite, point 2. Point 2, extrêmement important également, qui pour moi va permettre de pousser. On veut voir de plus en plus de moyens d'échange ou de paiement. Donc c'est un peu le syndrome Tesla, ok? C'est un peu le syndrome, comme on l'a vu, Mastercard. C'est-à-dire qu'on veut voir de plus en plus de boîtes qui nous annoncent qu'elles vont accepter les crypto-monnaies. Parce que c'est bien beau de dire j'investis, j'y crois, allons-y. Mais si on veut vraiment arriver à percer, à continuer à avoir une demande de plus en plus forte qu'on a besoin pour soutenir le mouvement, pareil, il faut des boîtes qui nous disent « moi j'accepte les cryptos de plus en plus », etc. Et pas juste des crypto.com, etc. Et des super, les Swissborg et tout ce que tu veux, qui sont des super initiatives. Mais on a besoin de plus. Ça, c'est des super initiatives, mais elles sont petites, entre guillemets. Mais il y a petite et petite, tu vois. Il y a petite 300 millions et il y a pas petite 50 ou 100 milliards. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir du gros sous là qui nous dit « oui, j'accepte ». Donc de plus en plus des PayPal, des Visa, des Mastercard, etc. Mais on veut le voir aussi sur le terrain. On ne veut pas juste qu'ils nous fassent... Parce que c'est aussi un petit peu ce qui se passe. Et c'est à ça que je suis aussi particulièrement attentif. C'est que là, on a des communiqués de presse dans tous les sens. Oui, moi, Mastercard, je vais accepter et tout, j'ai compris, mes clients, c'est bien joli, PayPal a fait la même chose. Mais on ne voit pas beaucoup de trucs sur le terrain. On veut voir des solutions qui se déploient vite, rapidement. Pas dans 2 ans, pas dans 5 ans, pas dans 20 ans. Parce que sinon, le soufflet va avoir le temps de redescendre. Et après, bon, ils déploieront pendant le bear market. Il ne va rien se passer pendant 2 ans, 3 ans et on fera un nouveau bull. Mais on n'en est pas là. On en est maintenant tout de suite et on veut tenir le mouvement. Et ce mouvement-là, voilà. Donc tous les moyens d'échange et tous les moyens de paiement, il faut qu'ils arrivent là. Il faut qu'ils arrivent rapidement, il faut qu'on les surveille. Ensuite, ça va jouer en effet sur la réserve. Donc le fameux store of value et le fameux effet digital gold, quoi. Mais ça, c'est pareil. C'est bien, hein, c'est bien de dire dans la presse le Bitcoin, c'est le nouveau digital gold, etc. Mais entre un analyste qui le dit sur CNN et des entreprises qui en mettent en réserve, des gouvernements peut-être demain, des banques centrales qui en mettent en réserve, qui autorisent des communiqués, tu vois, je sais pas moi, tu as l'AMF, tu as le fonds de l'FMI qui commence à te dire « Ok, nous avons réétudié le truc, etc. » Tu as les lawsuits qui peuvent être en cours, on en parlera dans d'autres vidéos sur Ripple, etc. qui sont settle, où on vient dire « Ok, bon allez, ça y est, on a réfléchi, en effet, vous n'avez pas fait de la merde. » On veut voir un enchaînement de tout ça, pareil, pour que ça rentre dans le vrai monde. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que des communiqués, on n'a que des gens qui nous disent « Oui, d'accord, peut-être », mais on ne le voit pas encore en vrai. Ensuite, la partie qu'on va surveiller, on en a parlé, la partie ETF, donc ça, il faut vraiment surveiller. On va surveiller ce qui se passe sur cet ETF canadien et on va surveiller les US. Mais ça, je te ferai des vidéos au fur et à mesure. Je te ferai une vidéo débrief sur l'ETF canadien. On verra ce qui se passe précisément. On a besoin de voir des volumes. Okay, donc ça, on va surveiller. Globalement, c'est 4 points si tu veux le faire toi-même tout seul et puis en plus des vidéos que je peux faire. Mais on en reparlera dans toutes nos vidéos globalement. Ensuite, juste avant, je vais en venir sur mon prix. Je te fais durer le suspense. Ce qu'il faut comprendre là, et c'est peut-être le point le plus important, les instits, et on a compris, je sais je suis chiant avec les instits, hein, je suis chiant, mais c'est vraiment, tu vas voir. Pour sortir, rappelle-toi mon histoire de début de vidéo. Mets-toi à la place de l'instit, tu es rentré à 10 000, okay, tu es rentré à 15 000 sur le Bitcoin, tu es bien rentré. Aujourd'hui, on est à 50, on va aller chercher 60. Et puis si on va chercher ce qu'on a dit, hein, les 400, il va y avoir quelques étapes intermédiaires. Hein. On va aller chercher les 100, des 150, etc. Toi, tu es rentré à 10 000 ou à 15 000 pour 100 millions. Putain, tu as fait un fois 10, 1 milliard. Il va falloir que tu sortes à un moment. Donc, ces gens-là, pour sortir, tu ne sors pas 1 milliard du marché comme ça. Hein, ce n'est pas non plus un problème de santé. Donc, pour sortir les instits et pour prendre des profits, ils ont besoin de volume. Les gens, ils ont besoin de volume
genre costaud, quoi. Ils vont pas sortir un jour de week-end où il se passe rien, il n'y a aucune demande. Pourquoi? Parce que s'il y a peu de demandes et ils arrivent avec beaucoup d'offres, le marché il va aller faire sa correction. Et là, on va le voir, le moins 30, le moins 40, voire pire. Donc, ils ont besoin de volume. Et un investisseur avisé, d'ailleurs pas qu'un institut, n'importe qui, il sort des jours de grosses hausses, clac, 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 parce que très souvent, ce qui se passe après les grosses hausses, ça vient corriger. Voire même trop de hausses, typiquement bull run, ça vient corriger longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, et boum, bear market. Donc eux, ils sortent avec du volume, ils ont besoin de volume, ils ont besoin de traction très forte. Donc eux vont sortir dans le vertical. Okay. Est-ce qu'on y est aujourd'hui dans le vertical ou est-ce qu'on va en voir d'autres? Bonne question. Tout ce que je veux te dire, c'est que eux là, c'est pas non plus des enfants de cœur. Okay. Ces gens-là, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont les médias. Et je ne veux pas tomber dans la théorie du complot parce que tu sais que je déteste ça, mais c'est une vérité. Ces gens-là, ils ont les médias, ils ont la possibilité de passer à la télé, ils gèrent des gros fonds, on en a vu certains, qui ne sont pas non plus tout blancs. Quand tu vois que Cathie Wood, elle t'annonce en effet que le Bitcoin va chercher 400 000, mais que derrière, tu vois que finalement, elle a 7 millions de shares dans le bordel, qu'elle en a acheté 2 millions de plus récemment et qu'elle manage 50 milliards, c'est pas Tata Rachel, la meuf, tu vois. Et ces gens-là, ils vont se donner les moyens. Et c'est-à-dire que ça va être les premiers. Et c'est ce que je me demande là. Est-ce qu'on commence pas à assister à ça? Ça va être les premiers à chauffer le marché, à chauffer les gens, à savoir très bien qu'ils vont être repris dans la presse, qu'ils vont être repris dans les médias, qu'ils vont être repris par tous les petits qui vont dire « T'as vu ce qu'elle a dit Cathie Wood, etc. » Exactement comme je suis en train de faire. Ils nous manipulent, les amis. C'est pas faire le truc, le complotiste ou tout ce que tu veux, mais c'est normal, limite, tu vois. Ils mettent de l'huile sur le feu, tout simplement. Et s'ils le font et que la liquidité arrive et ils font rentrer de plus en plus de petits, etc., c'est ces moments-là qu'ils vont aussi choisir pour sortir parce qu'ils ont besoin de cette liquidité pour sortir et c'est exactement ce qui s'est passé pendant le bull run en 2018, fin 2017. Amuse-toi à aller sur Google. Tu sais, tu peux trier là, tu fais une recherche, tu mets par exemple Bitcoin Price Prediction ou Bitcoin jusqu'à combien ça monte, tu tapes ce que tu as envie. Sauf que tu choisis, là, tu as des options dans Google et tu ne veux pas choisir, là, tu mets pas les dates d'aujourd'hui, cette année. Tu dis par exemple entre début 2017 ou été 2017 et début 2018. On le fera dans une autre vidéo parce que ça prend 2 plombes. Et tu t'amuses à lire les articles. Est-ce que dans le précédent bull run, les gens arrivés vers 20 000, ils ont dit ouais, ça va se casser la gueule vite, sauf qu'il peut. Non, 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 non. En effet, il y avait des lanceurs d'alarme, typiquement Ray Dalio, etc. Mais la majorité du buzz, du bruit, c'était Bitcoin 100 000, 80 000, et les mêmes multiples qu'on voit aujourd'hui, en fait. Du x5, x10. Et des gros acteurs qui te disaient x5, x10. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit de la presse. Et beaucoup, beaucoup de bruit aussi de petits investisseurs, mais sur les forums, etc., qui, pareil, avaient des targets complètement dingues. Pourquoi? Parce que c'est pareil, tu ne peux pas être jugé parti. Quand tu es rentré à 18, tu as envie que ça monte à 100, donc tu as envie aussi de faire de la pub pour que ça monte à 100. Et c'est une espèce de boule de neige, tu vois, qui est en train de se mettre en place. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vertical, 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 parce que les gens y croient, y croient, y croient. Forcément, nouveaux acteurs qui rentrent. Les instituts, même s'ils étaient beaucoup moins nombreux, ou en tout cas les gros investisseurs qui étaient déjà sur ce marché, les baleines, etc., en profitent pour sortir à ce moment-là. Et à se décharger, se décharger, se décharger. Donc, là, ma question, dans quel état de marché on est maintenant? Est-ce qu'on ne commence pas, tout doucement, à arriver vers un besoin de nouvelles liquidités au-delà des instituts pour permettre à ces instituts de commencer à prendre des profits? Mais d'un autre côté, on a vu que certains rentraient encore, ou alors annonçaient qu'ils allaient rentrer, etc. Donc c'est très difficile de savoir où on se situe. Très, très difficile. Maintenant, ma target, puisqu'il faut que je t'en donne une, je vais te la donner. Je pense, comme je te l'ai dit un tout petit peu plus tôt, qu'on est plutôt au début du mouvement. Je pense par contre qu'ils ont besoin de sortir. Je pense qu'on est dans un marché qui est déjà très vertical. Je pense qu'il est très possible qu'on aille corriger moins 30, moins 40 pour continuer à monter. Quand? Est-ce qu'on va corriger maintenant ou est-ce qu'on va corriger beaucoup plus haut? J'en sais rien. Maintenant, je pense que ma target, si on doit la donner court terme / moyen terme, c'est-à-dire j'entends à un intervalle de 3 semaines à 3 à 6 mois. Okay, 3 semaines, 3 mois, on va dire, c'est un bon intervalle, et peut-être jusqu'à 6 mois. Ma target perso, c'est 100 000 $. Alors pourquoi? Pour
toutes les raisons qu'on a données, mais pour des points peut-être plus précis. Les 100 000, c'est un point énorme qui va catalyser une euphorie complètement dingue. Comme on l'a vu il y a 2 ans maintenant, 3 ans, avec les 20 000. Ces 20 000, ils ont catalysé des imbécilités de marché, de gens qui rentraient, et qu'à partir de là, voilà, c'était vraiment la définition d'une bulle. C'est-à-dire que tu étais là pour faire de l'argent et tout le monde te disait, même sur tous les réseaux sociaux, les Nabila, etc., effet Nabila, tout ce que tu as envie, ça va monter, allez-y, rentrez, faites de l'argent. Ce niveau des 100 000 est super bien pour ça. Donc je pense que le prix est quand même vachement capable d'aller se garer, hop, sur le haut là, entre, je sais pas moi, 95, même 98, 99 et à peine au-dessus de 100, 103. J'aime bien 103, tu vois, 103, 105. Tu vois, dans cet intervalle-là. Et après, 2 stratégies, c'est pour ça que je parle de court terme à moyen terme, 3 mois, 6 mois. La question, et on en reparlera à ce moment-là, hein, parce qu'on va suivre, c'est est-ce que ce sera un top de marché, et bear market, direction 20 000, ou est-ce que ça sera la fameuse grosse respiration, 30-40%, et on continue, direction 300-400 000 avec les prédictions de nos amis. Je pense quand même plus à cette solution-là maintenant tout de suite, mais je ne suis encore une fois pas Madame Irma, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas un professionnel des crypto-monnaies, personne ne sait où ça va aller, celui qui le sait est un menteur. Mais là, comme ça, voilà, je pense que premier argument, l'euphorie de marché à 100 000 va être extrêmement forte. Deuxième argument, je pense que 100 000, c'est une superbe localisation pour nos amis instits. Pourquoi? Parce que la plupart, et on l'a vu, que ce soit les gros volumes sur Grayscale et jusqu'à très récemment Tesla, ils sont tous rentrés dans un intervalle, on va dire, on va faire une louche un peu large, hein, entre 5-10 pour ceux qui sont le mieux rentrés, 5-10 000, jusqu'à Elon Musk Tesla aux alentours de 35 000. Okay, ils sont rentrés dans cet intervalle-là. Okay. Ce qui veut dire, quand tu es un instit, encore une fois, avec tout ce qu'on a dit avant, je ne me répète pas, là tu as fait un x10, là tu as fait un x3, donc tu es entre x3 et x10 de RR, qui est un RR complètement débile, idiot, stupide, extrêmement important par rapport à toutes les autres classes d'actifs que tu as en portefeuille. Alors certes, tu as fait une allocation, tu n'as pas mis tout dans la bataille, tu as peut-être mis un 1%, hein, ce qui est très très correct là-dedans. Donc bah, tu viens à faire 3% de perf jusqu'à 10% de perf, ce qui est vraiment bien pour un instit. Parce qu'on parle de 10% de perf sur un portefeuille à 10, 20, 30 milliards. Donc c'est bien, c'est très bien, c'est très gros, c'est bravo. Tout le monde applaudit. Donc je trouve que ce niveau de localisation, il est bon. Parce qu'en plus d'avoir un RR correct, risque-rendement sur les trades de la plupart des instits, on a ce niveau catalyseur où tous les newbies et tout le marché et tout le monde dit « Ah, 100 000, on y est presque, etc. » Puis ça va commencer vers les 80, 90, tu vois, bientôt 100 000, bientôt. Et tout le monde va reposer un petit peu, ouais, on y va, etc. Donc ça va leur permettre de sortir tout doucement. Deuxième argument. Donc c'est les derniers finalement retail à tuer. Moi, ce que je pense, si je dois mettre des mais maintenant, je vais mettre quelques mais. Peu importe que j'ai raison ou tort, il y a quand même plus de chances que j'ai tort, il faut que tu le comprennes. Ça se trouve, demain, c'est fini. C'est pourquoi il y a des mais. Le premier mais, c'est que même si j'avais raison et que j'avais une boule de cristal et que je t'ai menti, je suis un voyageur du futur et je sais absolument où ça va s'arrêter, ça va se garer à 103 524, tu ne devrais pas attendre comme le Messi ce prix-là. Parce qu'il peut se passer plein de trucs sur la route et parce que ton cash va être de plus en plus investi et tu as énormément de risques à timer le haut de marché, etc. etc. En plus, tu as le risque de paniquer sur les différents mouvements de marché. Donc, on se rappelle, on prend des profits, s'il vous plaît, au fur et à mesure de la montée. Peut-être que tu t'intéresses, tu es un crypto fanboy, tu es super bien rentré et tu es là, tu suis tout ce qui se passe sur les cryptos, etc. Tu es sur cette vidéo, tu es peut-être rentré toi aussi super bien comme un instit, tu es peut-être rentré à 5, à 10, même à 15, ou même peut-être même à 20 000 sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on est à plus de 50, donc tu es à plus de x2. Donc, qu'est-ce qui t'empêche là? Première stratégie là, pour tous les gens, franchement, si je devais vous conseiller quelque chose là, pour tous les gens qui ont fait plus de x2, x2, x3, x4, etc. Là maintenant, faites-moi plaisir, ça monte en ce moment, c'est une super localisation pour commencer à prendre des profits. Vous sortez votre mise de départ. Donc tu es à x2, tu avais investi 10 000, tu as 20 000,
Ah oui, mais Yann, si là, je sors 10 000, bon, bah, c'est dommage parce que je vais en avoir moins et si ça continue à monter, j'aurais raté un bout de la montée. Ouais, par contre, si ça se retourne demain, je te garantis que tu seras content. L'avantage de récupérer sa mise de départ, c'est que c'est de l'argent gratuit. Tu récupères ta mise de départ, tu n'as plus que 20 000 dans le marché. S'il continue à pop, bah, tant mieux, encore plus d'argent. S'il commence à corriger, bah, tu verras ce que tu fais, tu prendras ta décision. Mais toujours est-il que c'est de l'argent gratuit. Tu laisses runner la plus-value, c'est gratuit. Et puis on va chercher des niveaux un peu débiles, 100 000, 150, 200 000, etc. Argent gratuit. Ça fracasse. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc pensez, s'il vous plaît, pour tous les gens là qui sont à plus de 2 de multiplicateurs. Pour tous les autres, et notamment les gens qui sont rentrés un peu tard, ou les gens qui sont rentrés sur des alts, peut-être les alts aussi qu'on verra sur ma vidéo de demain, qui n'ont pas encore explosé, tu vois, qui sont plutôt là, ou alors qui ont juste fait ça, des niveaux de localisation absolument parfaits pour rentrer. Pareil, bah forcément, tu ne vas pas commencer à sortir. Par contre, stratégie de sortie qu'il faudra mettre à jour au fil du temps. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais là, au fil du temps, dès que ça commence à avoir des multiplicateurs un peu débiles, bah pareil, je commence à me décharger. Mais je ne suis pas obligé en plus de couper ma position en deux, d'un seul coup, comme un bourrin. Je peux faire à 10%, puis 20%, etc. etc. Okay, donc ça, stratégie de sortie. Même si... Voilà, parce que même si tu es d'accord avec tout ça, tu dis putain Yann, tu es trop un visionnaire, je suis super d'accord avec toi, je pense qu'on va se garer vers les 100 000, ça n'empêche pas qu'on peut se tromper dans tous les sens. Okay, prenez des profits, vraiment, prenez des profits, prenez des profits. Le but de l'investissement, c'est de prendre des profits. Et un investissement en bulle, il y a une majorité de gens qui vont se faire claquer. Okay, un autre mais. Bah, on l'a déjà dit, hein, si on est en début de correction, si on est en début de marché, on va quand même se manger du moins 30, du moins 40. Il sera beaucoup plus, pour continuer à monter, il sera beaucoup plus digeste si j'ai pris des profits. Je vais voir un moins 40, ça me fera beaucoup moins mal que si je n'ai pas pris de profit. Le swing sur mon portefeuille en termes de pourcentage sera également bien inférieur. Ensuite, si je veux rentrer, pour tous les gens qui disent « Ouais, mais Yann, moi je m'en fous de ta vie, je veux rentrer, même sur le Bitcoin ou n'importe quelle alt ou celle qu'on verra demain, etc. » Pareil, DCA. Dollar cost average. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer, boum, j'ai 10 000 à poser, je les pose aujourd'hui parce qu'on vient de passer les 50 000 et je suis comme un fou, le Bitcoin, j'y crois trop. Eh ben non, je fais pas ça. J'ai 10 000, ok, super. Je vais rentrer allez, en 5 fois ou en 8 fois. Je vais découper ces 10 000 là et je vais rentrer peut-être à coût de 2005. Voilà. C'est même un peu trop, à coût de 2000 ou à coût de 1000 même. Tu vois, je vais découper entre 5 et 10 fois. Et puis je vais mettre 1000 aujourd'hui, 1000 dans 4 jours, 1000 après, 1000 par-ci, 1000 par-là. Et puis le cours, tu as vu, il ne va jamais jusqu'au G2 là. Donc je vais peut-être éventuellement profiter des corrections et puis je vais lisser tout simplement mes prix d'entrée. Donc ça, pareil, hein, ça va être très compliqué sur le Bitcoin parce qu'on est vertical, donc c'est toujours pareil. Hein, la règle de ne pas rentrer sur un actif vertical elle est toujours plus forte que la règle de faire du DCA. Mais sur d'autres alt notamment qui sont plus en train d'hésiter ou ce qu'on est en train de voir sur Ethereum. Mais bon, attention à prendre avec des pincettes parce qu'entre le moment où je tourne cette vidéo où tu la vois, il peut se passer des choses. Mais là, on est dans une localisation peut-être pas dégueulasse sur Ethereum. Voilà, faire du DCA là, dans ces respirations, c'est déjà beaucoup plus intelligent que les faire là, même si c'est plus bas parce que c'était vertical ou que les faire plus tard. Si je dois encore te donner 2 grands conseils, c'est décide de ton horizon de temps. Ok, time frame, c'est-à-dire en gros, est-ce que je suis vraiment un holder et ce que je pose sur les marchés crypto, je le considère sur des horizons de temps méga longs, on en revient à la location. Par exemple, moi j'y crois vraiment, je suis vraiment le crypto fanboy et je m'en fous de me taper les cycles. Je serai encore là dans 5 ans, je serai encore là dans 10 ans, je serai encore là dans 20 ans. Là j'ai envie de te dire, fais du DCA, amuse-toi. Tu sais déjà comment faire, c'est pas très compliqué, tu n'as pas trop de questions à te poser. Ça va diminuer ton risque, par contre ça va aussi diminuer potentiellement ton retour sur investissement étant donné que tu vas manger les descentes. Et puis c'est difficilement tenable en termes de psychologie si tu es tous les jours derrière les écrans et que tu surveilles ce qui se passe. C'est tenable vachement bien si tu l'oublies, tu poses l'argent, tu l'oublies et puis tu ne regardes jamais, ça c'est super tenable, tu reviens dans 10 ans. Là, c'est une très bonne stratégie d'investissement. Par contre, si tu suis, et là, si tu es sur cette chaîne en train de regarder cette vidéo, c'est quand même que tu suis, tu vois. Là, ça devient super dur parce que tu vas être dans la psychologie tous les jours, quand tu vas prendre le moins 80%, etc., ça va être vraiment compliqué. Donc ça, première chose, de se dire, est-ce que je suis un holder ou est-ce que je vais plutôt faire du position trading? Moi, c'est personnellement ce que je fais sur les cryptos. C'est-à-dire que voilà, j'essaie de rentrer plutôt en bas, je sais qu'il va y avoir un bull run, et puis je vais sortir très sûrement trop tôt, et puis je suis content, j'aurais fait de l'argent, c'est quand même le but du jeu pour un investisseur de faire de l'argent, et puis après, advienne que pourra. Voilà. Ou soit tu es carrément un trader, bon là, je ne vais même pas en parler parce que
trader sur ces actifs-là, c'est extrêmement dangereux, extrêmement risqué si tu trades en manuel, etc. Donc, je vais faire l'impasse sur cette vidéo. Okay, donc, pose-toi aussi cette question. Aussi, peu importe quel style d'investissement, et surtout là, si tu es nouveau sur les cryptos, tu es encore en train de te poser des questions. Tu te dis, tiens, peut-être je vais attendre la vidéo de demain pour voir un peu les alts, je vais faire une allocation. Bah, en effet, allocation, pas tous les œufs dans le même panier, pas tout son cash disponible, pas une grosse partie de son patrimoine. Et ensuite, il y a souvent quelque chose qu'on dit qui veut dire à peu près la même chose que allocation, c'est-à-dire investir dans les cryptos, et c'est encore plus compréhensible, uniquement une somme que tu es prêt à perdre. C'est-à-dire que si demain, ça fait moins 80%, ça fait moins 100%, parce que tu as misé sur le mauvais cheval, parce que tu arrives au pire moment, sois prêt à perdre 100%, ou sois prêt à prendre un drawdown. Okay, donc si ton drawdown, là, tu perds 80%, est-ce que tu vas être confortable dans ton cerveau? Bon, bah, ça dépend. Hein. Si tu as 100 000, que tu investis 5 000 et que tu prends moins 80% sur 5 000, oui, tu vas être confortable sur ton cerveau. Si tu investis 90 ou 100 000, tu vas être vachement moins confortable sur ton cerveau. Donc voilà très rapidement pour les conseils. Pour tous les gens là qui se posent des questions sur l'allocation, qui arrivent peut-être nouveaux sur cette chaîne, etc., je te mets le lien aussi, là, je te mets le i, je te mets le machin, je te mets les notes de l'épisode, une vidéo qui est 100% sur l'allocation. On parle de l'allocation d'actifs, on ne parle pas que des cryptos d'ailleurs, on parle de tous les actifs possibles. Donc, comment faire une bonne allocation justement pour éviter ces conneries-là. Et quand bien même tu aurais mal timé le marché, tu aurais fait de la merde, tu serais rentré en vertical, tu te serais fait éclater, tu aurais mangé moins 80%, une bonne allocation peut quand même sauver ton cash et sauver ton patrimoine. Et une bonne allocation peut même se lisser. C'est-à-dire, tu fais une très grosse merde sur les cryptos, pire moment, etc. Mais le reste de ton allocation se comporte plutôt bien, parce que tu vas peut-être pas faire de la merde partout. Et par exemple, marché financier, immobilier, tout ce que tu as envie. Et pouf, ça vient contrebalancer. Alors, tu n'auras pas gagné d'argent, mais tu n'en auras pas perdu non plus. C'est quand même extrêmement important pour l'investisseur intelligent de ne pas perdre d'argent. Ton capital, c'est lui qui te permet d'aller plus loin. C'est du A, c'est lui qui est multiplié, encore une fois, par ton rendement. Voilà pour cette vidéo. Elle était un petit peu longue, je me suis peut-être pas fait que des amis, mais c'est finalement limite, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais limite ça me fait plaisir si beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Ça prouve qu'il y a un chiffre de marché, parce qu'en fait quand tout le monde est d'accord, quand il y a un consensus dans un sens, encore une fois, c'est le signe d'une débilité de marché. Quand tout le monde est d'accord, quand tout le monde te dit les cryptos vous montez au ciel, quand tout le monde te dit mais non t'inquiète ça continue, on va à 400 000, etc., c'est exactement le signe d'un marché en bulle. Donc voilà, tu feras ta propre opinion, encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre, je ne suis pas là pour avoir raison, je ne suis pas là pour être le meilleur investisseur du monde. Si tu apprécies ce contenu et que tu es encore là après cette vidéo franchement longue, envoie ton petit commentaire, on continue à parler de crypto dans la playlist crypto, t'inquiète pas, et ping, coup de coude dans le bouton like, tu vas voir, il va devenir bleu, ça fait plaisir, ça aide cette chaîne. Je te dis à très bientôt, jette un œil à toutes les vidéos que je t'ai mis en lien, amuse-toi, et puis allez, ciao!